Bon, les gars, il y a pas longtemps, je me promenais dans cette grande zone de guerre qui est Twitter, et je suis tombé sur un tweet d'un média poubelle, que je ne citerai pas d'ailleurs, un compte qui publie des news toute la journée, qui nous annonçait que l'égérie, la passionnariat de la droite, à savoir Pierre-Édouard Stérin, comptait déshériter ses 5 enfants. Alors bon, évidemment, ça m'a fait un petit peu bizarre, parce que d'habitude, je suis plus habitué à voir ça à l'extrême gauche. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler sous un angle à la fois littéraire et politico-philosophique avec mon compare de toujours. Comment ça va, Mos Mayorum? Eh ben, écoute, ça va très bien. J'ai pas compris en fait en quoi c'était une information littéraire que Pierre-Édouard Stérin. Alors, ce n'est pas une information littéraire, mais je me suis dit que c'était un grand sujet en littérature, donc on pourrait parler un peu à la fois du grand débat philosophico-politique qui traverse la société française depuis un peu trop longtemps à mon goût sur est-ce que l'héritage c'est bien, est-ce que l'héritage c'est mal, est-ce que c'est moral, c'est pas immoral, faut le taxer à combien de milliers de pourcents, etc. etc. Et d'autre part, on pourrait voir un peu ce qu'il en a été en littérature, puisque la littérature, c'est le reflet aussi d'une société, dans une certaine mesure en tout cas. Voir ce qu'il en a été au 19e, au 20e, voir si on peut parler aussi d'héritage intellectuel, de contre-héritage, de rejet, de filiation contrariée, de filiation cachée, souterraine, secrète. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. On n'aura comme d'habitude pas l'occasion de tout dire dans un podcast, mais je pensais que ça pouvait être hypant pour toi. Qu'est-ce que t'en dis ? Je suis hypé. Je pense qu'on peut même parler un petit peu de bourgeoisie décadente, parce que ça serait pas si loin. Oh, l'homme dit les termes, il dit les termes. Voilà. Première minute du podcast, incroyable. En fait, je sais que toi, tu avais fait une vidéo il y a un petit moment sur l'ascenseur social en France. J'ai fait une série de 2-3 vidéos sur l'héritage et l'ascenseur social, ouais. Ouais, exactement. Et donc, en fait, tu as, à mon avis, un avis plus éclairé que le commun des mortels. Bon, en même temps, le commun des mortels croit que le suffrage universel est une bonne idée. Donc, si tu veux, comme le niveau est très très bas, c'est comme le bac de philo. Je sais pas si Bakary a eu son bac de philo depuis la semaine dernière, mais je sais que le niveau est toujours aussi bas. Et nous, on est là pour le monter un petit peu. Enfin, surtout toi. Hein. Moi, je dis caca pour garder l'auditeur concentré. Écoute, je vais essayer de faire de mon mieux. J'avais soutenu une thèse un peu iconoclaste. Je vais peut-être essayer de la rappeler un peu plus tard dans le podcast sur justement l'intérêt de l'héritage, mais en tout cas il y a des choses très intéressantes. C'est une question qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait croire au premier abord. On peut se dire mais en fait c'est un peu une histoire de taxation, de taux, de machin, de tout ça. En fait c'est tout de suite, tu vas très vite dans de la philo, parce que c'est en fait qu'est-ce qui fait que tu es passé d'une personne à une autre personne. Moi je crois que c'est ça la question vraiment centrale derrière ce débat. C'est en fait les mecs de gauche ont tendance à considérer que tu passes d'un individu à un autre individu qui n'ont pas de lien entre eux, et donc en fait, c'est de là que vient leur sentiment d'incompréhension. Ils se disent, mais c'est révoltant, comment ça se fait que lui, il est parti avec ce point de départ-là plutôt que celui-là. Et alors que les gens de droite ont tendance à considérer que en fait, chaque génération suivante est la directe lignée de ce qui s'est passé avant. En fait, que c'est pas à l'échelle de chaque individu, mais à l'échelle d'une famille complète, et donc sur plusieurs générations, et qu'il y a un passage de témoin. Et donc, c'est là où tu as une vraie différence entre les deux points de vue. Et c'est intéressant, pas les attention, comme ça, en fait. C'est super intéressant, et on voit d'ailleurs que ça traverse tous les clivages politiques, parce que Stérin étant pas un homme de gauche, moi j'ai trollé un peu sur X en disant mais est-ce qu'il serait pas d'extrême gauche finalement, la grande réconciliation avec Antoine Léaumont va-t-elle arriver? Mais en fait on voit que ça traverse, donc que ça dépasse le clivage politique. Est-ce que déshériter c'est une bonne idée? Est-ce que d'ailleurs si tu payes les études d'un enfant et qu'ensuite tu lui donnes rien après, est-ce que d'une certaine manière tu l'as pas imparfaitement déshérité, puisqu'il a quand même hérité d'un certain capital? Enfin, c'est toute une question. Mais on va voir ça après le générique. Est-ce que tu as juste avant envie de parler un petit peu peut-être puisqu'on va dans la philo, de parler un peu des éditions Carmin, des actualités? Écoute, oui, brièvement, parce que normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, la campagne Scruton est terminée, ou vient de se terminer. Ça y est, c'est incroyable. Hein. Oh putain, on n'y croyait pas. Moi j'ai l'impression que ça fait. Alors en fait, comme on fait un podcast par semaine, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'il y a une campagne Scruton en fait. Si tu veux. Moi j'aimais bien, je trouvais ça c'est très très bien, très bonne idée. J'ai vu qu'en plus vous aviez fait des belles préfaces avec. C'est Patrice Jean qui a été chaud pour faire une des préfaces. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et Rémi Brague pour la deuxième. Et Rémi Brague, que je connais pas personnellement. Rémi Brague, mais j'ai beaucoup d'admiration pour son travail et pour son œuvre intellectuelle, donc voilà, des gros poissons. Moi j'en dis pas plus à la Giviane, on a aussi des belles préfaces qui sont en négociation, ce sera plutôt pour 2026, voilà, mais il y a des belles choses. C'est vrai que toi tu vis dans le futur. Moi j'ai toujours l'impression que dans l'immédiat, tu vois, genre dans la campagne en cours, et toi t'es là en 2028 on aura une préface intéressante sur un livre dont je vous ai pas encore teasé le titre, mais ça va venir. Tu sais que j'en suis littéralement là, hein. Je suis en train de il y a une négo pour un titre que j'ai qui est en 28. Voilà, je le dis. Mais c'est parce que c'est un truc particulièrement long, particulièrement loin, etc., pour des raisons que
qui vous apparaîtront clairement en temps voulu. Voilà. je fais le gars mystérieux, mais puisqu'on va parler d'héritage aujourd'hui, j'en profite quand même pour donner des nouvelles de la collection héritage, parce que les gens le savent peut-être pas, mais ceux qui suivent la Giberne sur LinkedIn, parce que oui, ça existe, ils ont des infos en avant-première sur l'évolution un peu de la maison. Toutes les semaines, je fais un petit point sur comment ça a évolué, etc. pour ceux que ça intéresse. Les Happy Few, donc vous pouvez les rejoindre, c'est gratuit, ça vous prend 2 clics. Sinon, pour les autres, sachez que la collection héritage se présente très bien, ça va arriver normalement en octobre prochain, et ce sera un lancement directement de la collection avec plusieurs titres. Donc on a déjà des belles choses, avec bien sûr une cohérence globale hein, sur les titres qui ont été choisis. On a des bons petits érudits qui se sont penchés pour dégoter des pépites, et puis ce sera évidemment on amorce quelque chose, donc il y aura c'est un héritage, mais ça n'arrive pas tout d'un coup. Il y a l'héritage en plusieurs étapes. Il y a un earn-out en fait, et il y a des versements successifs au fur et à mesure des années, donc voilà, vous allez être régalés plus que de raison. Vous êtes gâtés, vous êtes des héritiers, quoi. Voilà, la collection porte bien son nom. Est-ce qu'on est bon ? On est tout bon, je crois qu'on peut y aller. Et bah générique. Regagnez le carré ! Feu ! Bon alors maintenant, là c'est bon, c'est ton moment, je te rends la parole et tu peux nous parler d'héritage, parce que sujet philo, et puis on parlera de littérature dans un deuxième temps, parce que faut quand même évacuer l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Est-ce que l'héritage c'est moral ? Alors, très très grosse question. En fait, il y a plusieurs... J'ai un peu teasé déjà quelque part la grande explication, c'est plusieurs perspectives. Si tu considères que comme souvent, tu es une seule personne qui se perpétue à travers ses descendants, et que en fait une famille c'est pas juste une somme de n personnes aléatoires qui n'ont aucun contact les uns avec les autres, et dans ce cas-là tu te dis en fait c'est logique que chacun essaye de faire un petit peu avancer le schmilblick et que ça se transmette d'une génération à la suivante. Voilà, c'est bêtement la perspective des gens de droite. Après, je pense que dans le cas d'un type comme Sterrin, tu as une sorte d'arbitrage. C'est là où je trouve que c'est encore plus intéressant. C'est que nous, on ne se pose jamais cette question parce que, par définition, toi ou moi, on est des gens relativement modestes, à l'échelle de mecs comme Sterrin. On est personne. Tu sais pas, tu connais pas ma vie. Tu sais pas. je sais pas. Peut-être que ça brasse tellement plus à la Giberne voilà, que... on sait pas. Abonnez-vous, activez la cloche, on va peut-être y arriver. Mais en attendant... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un type comme Sterrin peut faire un calcul qui est, si ça se trouve, pas complètement irrationnel, du type je préfère mettre des sous tout de suite pour changer des trucs dans la société dans laquelle vont vivre mes enfants, plutôt que de donner des sous à mes enfants, pour que eux s'en sortent mieux dans la société, peut-être différente. Je pense que c'est ce qui fait. Moi, si tu veux, si je regarde ça sous un angle un peu plus politique, je pense que les milliardaires entre eux forment un petit club très très. Mais même pas un club conscient, tu vois. C'est un peu comme les youtubeurs, tu vois. Ils se parlent pas forcément tous, mais ils regardent un peu ce que font les autres. Et je pense qu'il y a eu des traumatismes et des success stories dans les transmissions chez les milliardaires. Je pense que le traumatisme absolu, c'est Lagardère. Tu sais, Lagardère meurt. Il a son fils qui est honnêtement, je devrais pas dire ça parce qu'il a des pions dans l'édition, mais c'est quand même pas le génie du siècle. Si tu veux. Je pense pas que ce soit un homme qui soit éblouissant d'intelligence. Il a un peu l'art de paumer et de planter méthodiquement l'empire de son père depuis des années. Je pense que là, il en a planté 80% ou 90%. Quoi. Bon bref, quand tu parles de tellement haut, t'atteins jamais le sol, mais c'est lamentable. Et puis du côté des réussites, t'as la transmission de Bernard Arnault qui a placé ses fils, qui les a mis un peu en concurrence les uns par rapport aux autres en les mettant là où ils étaient forts chacun, etc. Il y a une anecdote qui est assez connue, c'est que quand les fils de Bernard Arnault passaient des concours, notamment Normal Sup, les euros de Normal Sup sont publics, vous pouvez rentrer, et seulement si le candidat ou les examinateurs s'y opposent, ça arrive mais c'est rare, ouais, vous pouvez assister. Moi j'étais allé à Normal Sup quand j'étais en première année de prépa par exemple, pour voir à quoi ça ressemblait des euros au cas où j'avais à les passer l'année suivante. Et Bernard Arnault avait disparu des radars pendant une matinée parce qu'il était allé voir les euros de son fils à Normal Sup. Et en fait, c'est te dire à quel point il prend au sérieux le suivi de sa progéniture et son installation dans l'empire, en fait, dans l'empire familial. Maintenant, chez Sterrin, j'ai l'impression que les choses se présentent encore différemment. Encore une fois, je sais pas, je suis comme tout le monde, je suis tombé sur cette information, je sais même pas si elle est vraie. Mais s'il s'avérait qu'elle est vraie, je pense qu'effectivement, il est, comme tu dis, dans une logique un peu, disons,
de l'homme providentiel qui va changer la société et qui se dit finalement si mes enfants ils ont manqué de rien et je leur donne de quoi faire des bonnes études, de faire une bonne éducation, de bien s'introduire dans les milieux qui vont bien et de réussir après, c'est aussi un moyen aussi de leur mettre la pression pour qu'ils deviennent quelqu'un, qu'ils fassent leur propre chemin, et puis peut-être aussi un moyen de mettre toute mon énergie et toutes mes forces dans la transmission derrière. Bon, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il va pas leur transmettre quelques millions quand même Non, mais bien à sûr. chacun? De toute façon, j'ai quelques doutes. Le carnet d'adresse est peut-être le bien le plus facile à transmettre que aucun milliardaire ne va jamais vraiment prendre en compte, parce que c'est transparent en fait. Même un nom en fait, quand t'es le fils d'eux ou la fille d'eux ou le petit-fils d'eux, même l'arrière-petit-neveu d'eux, et c'est quand même plus facile. On fait un rapport, les gens font le rapprochement entre les deux quoi. Donc effectivement de ce point de vue là c'est intéressant. Après ce qui traverse la question de la société française, mais là on arrive chez Emmanuel Todd ou pas, mais c'est une question sur, les gens sont un peu arc-boutés sur la question de l'héritage, parce qu'on a une tradition en France de grand égalitarisme, donc entre les héritiers, mais aussi d'une certaine manière quand quelqu'un hérite, il n'est plus égaux par rapport aux autres citoyens dans la société, et donc du coup il y a une espèce de hiatus moral, ça tend le français, tu vois, c'est très culturel ça comme aspect là-dessus, et je pense que c'est assez effrayant parce qu'on voit des gens dont les parents par exemple leur lèguent, je sais pas, un appartement à Paris. Aujourd'hui un appartement à Paris ça vaut minimum 400-500 000 euros, et donc en fait d'un coup on se dit mais ça y est, ils ont faussé l'idée de la vie, etc. Et il y a une espèce d'agacement et de haine qui est très très française, j'ai l'impression, sur ce sujet-là. Je sais pas si tu partages mon constat. Oui, et qui est pas justifié d'un point de vue statistique pour le coup. Au moins sur un aspect, c'est que les gens qui héritent très tard dans la vie, surtout aujourd'hui. Ah oui, surtout aujourd'hui. C'est 59 ans et des poussières, l'âge auquel en moyenne les gens héritent de quelque chose. Sachant qu'on connaît tous un jeune qui a déjà hérité, donc en fait si tu veux il fait encore baisser la moyenne quoi, si tu veux. Moi je connais un gars par exemple qui a pas eu 30 ans, il a hérité d'une très vieille tante qui avait pas d'enfant, il a hérité d'un très très gros pactole, de quoi s'acheter un appartement à Paris justement, et en fait si tu veux lui il fait baisser la moyenne quoi, parce que c'est-à-dire que pour un gars comme lui qui a hérité avant 30 ans, il faut quelqu'un qui hérite quasiment à 90 ans quoi, donc c'est quand si même, tu veux compenser, voilà, si tu veux compenser. D'ailleurs personne hérite à 90 ans, ou alors c'est pas un ascendant direct normalement, mais ou c'est très étonnant quoi. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est que si tu veux, d'ailleurs c'est une des critiques qui est faite par peut-être les gens de gauche les plus en phase avec les réalités démographiques, c'est aujourd'hui une bonne partie du patrimoine, si tu veux, est en boucle courte entre des mecs qui ont 85 ans et des mecs qui ont 60 ans. Et donc en fait, c'est quasiment que des retraités. C'est quasiment. Alors, tu sais, t'as des mecs qui vont aller pousser le truc au fond en disant c'est une caste de retraités, une gérontocratie. La boomerocratie. Voilà, bon. Mais en fait, avant, c'était le cas avec des jeunes. Avant, c'était le cas avec des jeunes. Je veux dire, autrefois, quand l'espérance de vie c'était 40 ans, le truc était en boucle entre des gens qui avaient 25 ans et des gens qui avaient 45 ans. C'est juste que l'espérance de vie, elle s'est décalée. Oui. Et en fait, tu vois, on a rallongé la vie, mais on n'a pas intensifié l'expérience de vie. C'est-à-dire que les gens attendent juste maintenant très longtemps. Tu vois, c'est comme on a rallongé les études, on a rallongé le bac, etc. Les gens attendent très longtemps le moment où en fait ils vont accumuler les actifs intellectuels, sociaux, financiers, etc. qui leur permettent normalement de jouer le RPG de la vie à fond, quoi. Tu vois la grosse épée enchantée, au lieu de l'avoir au level 5 comme avant, ils l'ont au level 90 et ils te disent que le jeu est vachement mieux, mais non, il est juste beaucoup plus chiant en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, là il y a un vrai truc, et je pense que d'ailleurs une bonne partie de ce dont les gens se plaignent, c'est pas du tout l'héritage en tant que machin est mort, le notaire vient voir les gamins, tout ça. C'est pas ça, c'est plutôt la transmission du vivant en fait des gens. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des gamins qui se retrouvent dans des grandes écoles ou dans des systèmes relativement favorisés, où ils vont avoir un poste un peu grâce à un coup de piston de papa ou machin, et c'est ceux-là qui ont tendance à agacer les gens en fait. Donc, même quand on parle d'héritage, beaucoup de gens en fait projettent sur cette thématique-là des affects qu'ils ont sur complètement autre chose, qui est en fait qu'il y a des gens qui sont favorisés, qui favorisent leurs gamins sans aucune vergogne. Et en fait, pourquoi en aurait-il ? Et c'est là où, en fait, en général, le débat avec le type de gauche commence à se manifester. C'est pourquoi est-ce qu'ils devraient avoir honte d'aider leurs gamins, en fait ? Oui, tout à fait. Et alors, en plus, la question qui est encore plus forte derrière, mais encore une fois, là, c'est là où je pensais à Emmanuel Todd tout à l'heure, c'est qu'en fait, en France, il y a vraiment cette culture de tous tes héritiers
sont traités de la même façon. Enfin, par exemple, si tu as 5 enfants, les 5 enfants vont être traités de la même façon. Tu peux Alors pas déshériter d'ailleurs. Voilà, et tu peux pas mettre des prorata. Tu peux pas, par exemple, nommer un chef de famille. C'est-à-dire, tu dis par exemple, mon deuxième fils c'est le plus compétent de mes 3 fils, et c'est lui qui va gérer la famille, et donc lui il récupère 80% du truc, et les deux autres se partagent un truc à côté. Mais l'autre a une obligation morale, si je peux dire, à les aider à réussir dans la vie. Alors que dans certaines civilisations qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée, ou de l'autre côté de la Manche, parce que chez les anglo-saxons, tu peux facilement déshériter. Parce que je sais que tu vas me parler des rebeux, mais pour le coup, mais en fait, et d'ailleurs, et c'est là que le truc est intéressant, c'est que ça forge aussi des civilisations plutôt, disons, tournées vers le commerce et les marchands. C'est des gens qui savent que tu peux te refaire à un endroit, tu peux préserver une lignée, puis tenter de mettre des boutures sur le côté, etc. Alors qu'en fait, la France est plutôt une lignée de paysans, c'est-à-dire qu'on te divise la terre, on la met entre chacun pour que chacun puisse rester dans son coin, puis ça finit par faire parfois dans certaines régions de France des petits lopins, des petits bocages, etc. Ce qui a évidemment entretenu un espèce de misérabilisme paysan d'ailleurs, et qui a entraîné des vagues d'immigration vers le Nouveau Monde, vers les colonies, etc. Parce que là, pour le coup, il y avait des terres à prendre. Et puis tu as encore une troisième voie, si je peux dire, qui est une voie encore plus dure, c'est ce qu'on trouve dans les pays slaves, par exemple, enfin précommuniste, c'est-à-dire c'est un système dans lequel, alors je ne suis pas spécialiste d'anthropologie, s'il y a des spécialistes en commentaire ils me corrigeront, mais c'est un système dans lequel c'est vraiment au bon vouloir de celui qui possède, c'est-à-dire que tu peux complètement déshériter, dire j'ai 5 enfants mais il n'y en a aucun qui hérite, c'est mon beau-frère au 3e degré, c'est mon voisin d'à côté qui récupère, etc. Et en fait ça entretient 3 rapports différents à l'héritage, et de là 3 conceptions du politique différentes. Ça c'est la thèse de Todd, hein, que je vulgarise à grands traits. Et en fait en France on est vraiment, le débat sur l'héritage, la détestation de l'héritage de gauche, pour moi elle est vraiment liée à cette conception très très égalitaire en fait du truc, parce que et qui gagne d'ailleurs du terrain un peu, j'ai l'impression, en Europe, hein, parce que par exemple la primogéniture mâle, c'est-à-dire de donner aux garçons avant de donner aux filles, ça a été un truc qui a été très longtemps très en vogue, même ne serait-ce que dans les familles royales, etc. Je pense aux Anglais par exemple, et aujourd'hui ça a été écarté, donc quelque part fondamentalement il y a une évolution des mœurs là-dessus, et un alignement sur des valeurs françaises. Cocorico. À moins que ça ne revienne par la porte de derrière via des coutumes religieuses, hein. Tu sais, ouais, bien sûr. Parce que tu m'as empêché tout à l'heure de parler de l'islam. Allez, vas-y, parle-nous des Arabes. Non, c'est spécifiquement la religion, là, pour le coup. C'est vraiment précis. Ouais, je vois. Et je connais un petit peu, donc je pense que je raconte pas trop de bêtises. Mais il y a des différences de traitement entre les garçons et les filles. Si je me trompe pas de mémoire, il y a écrit quelque part dans le Coran que les filles doivent toucher la moitié de ce que touchent les garçons. Ouais, et je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a aussi des différences, il me semble, en fonction de si c'est le premier ou pas. Mais ça, je crois que c'est plus culturel, c'est pas dans le Coran, il me semble. C'est plutôt, dans certains pays, il y a ce genre de traditions qui se mettent en place. Il y a un peu un traitement de faveur en général pour le premier. Donc, ça, c'est possible qu'on se retrouve avec des espèces de choix religieux qui finissent par atteindre le reste du juridique, en fait. Donc c'est... Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, on parlait des traits du coup culturels et tout, mais je crois que la crispation des Français autour de l'héritage, mais là on va boucler sur la littérature peut-être avec ça, c'est qu'en fait cette crispation, pour moi, elle découle vraiment d'une méconnaissance profonde de l'argent. Les Français sont incompétents pour comprendre l'argent, que ce soit la fiscalité, la comptabilité, ils ne comprennent pas la différence entre tout ça, les placements en bourse, l'entrepreneuriat, enfin ils comprennent pas ça. Et en fait, pourquoi je te dis ça, parce que si tu veux, même si tu interdisais l'héritage purement et simplement en France aujourd'hui, il existe tellement de mécanismes pour transmettre sans passer par l'héritage au sens où les gens l'entendent, que en fait tu ne résoudrais pas le problème. Je te donne un exemple. Il y a des tas de gens, plutôt que de se dire mes enfants vont payer des droits pas possibles sur la maison ou sur nos maisons ou ce genre de choses, ils font une SCI, une société civile immobilière, et ils transmettent à leurs enfants via une SCI en faisant des donations de parts successives, etc. Bon, je vais pas donner un cours d'économie, c'est pas ma spécialité. Et en fait, si tu veux, à ce niveau-là, la question de l'héritage, elle se pose même plus. Ça devient une transmission sans héritage, si tu veux. Et en fait, je crois que l'héritage, les gens le voient comme le moyen un peu de gagner au loto, mais à tous les coups. C'est-à-dire que l'argent, c'est de l'argent immérité, entre guillemets, qui tombe par la grâce du hasard en ta faveur. Et qui arrive de façon certaine, puisque en fait le temps s'écoule de façon linéaire, les liens de filiation doivent pas trop changer, etc. Et c'est pour ça que ça a été un grand thème, notamment au 19e siècle en littérature. C'est qu'en fait il y a énormément de romans
mettent en scène l'héritage, ou en tout cas qui intègrent l'héritage à cette question, avec toujours cette idée que, en fait, si tu dois devenir riche d'une certaine manière, c'est avec l'héritage, et si tu perds ton héritage, t'as aucune chance de devenir riche et t'es condamné à la misère. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Je pense par exemple à Flaubert, à l'éducation sentimentale, tu sais, où en fait, en gros, le personnage de Frédéric Moreau va hériter de 2-3 fermes, je crois, qui lui rapportent de l'argent. Il va vivre à Paris, mais à aucun moment il va faire fructifier cet héritage, par exemple. Il va pas travailler les fermes, il va pas chercher à faire des recompositions de terrain ou pour avoir plus de terre, ce genre de choses. Il va vraiment se contenter de vivre sur son héritage, et quand l'inflation va monter, au fur et à mesure du roman, il va finir par se faire grignoter. Ouais, c'est ça, voilà. Et à la fin, il est pas pauvre, mais disons qu'il est passé vraiment de la classe moyenne très supérieure à la petite classe moyenne, tout en ne travaillant pas, en faisant rien de sa vie. C'est le principe du roman. Et ça, c'est très très français, cette façon de voir les choses, cette idée très 19e que tu peux juste attendre que les gens claquent autour de toi et récupérer et ça se marquait dans toutes les classes de la société, depuis et en fait ça marche pas bien, aux petites gens. Parce que il y a ça aussi, c'est que les gens ont l'impression, en fait, c'est la détestation de l'héritage, c'est quand même ça découle d'une vision très statique de l'économie, en fait. Ouais, tout à fait. C'est que tu considères à un instant T, tu dis mais attends, pourquoi il y en a qui partent mieux que d'autres, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que tu as un ajustement qui se fait, et donc le gars qui hérite et qui fait exactement ce que tu as dit là, en réalité, lui, il transmettra vachement moins à ses gamins, et 2 générations après, grand maximum, enfin, tu sais, dans les grandes familles, tu as le culte, l'histoire des 3 générations. La génération du gars qui pousse le truc, la génération qui entretient, l'aigle, le faucon et le vrai con. Ouais, l'aigle, le faucon et le vrai con, comme on dit dans le jargon. Ouais. Et bah, ce truc-là, il est réel, en fait, si tu veux. Ouais, bien sûr. Statistiquement, tu peux vraiment le vérifier. Ça marche assez bien, et c'est assez bluffant, parce que même avec des familles extrêmement riches, tu peux très bien, en 3 générations, retrouver une famille qui est juste petite classe moyenne, grand max, quoi. Ouais, mais c'est assez marqué, et en fait, si tu veux, la vision très statique comme ça, ce qui est confortable, c'est qu'elle est simple à comprendre. En fait, même un enfant peut la comprendre. Le truc, c'est que ça, comme d'habitude, nos amis les gauchistes n'ont pas travaillé sérieusement, parce que la question finalement de l'héritage et de la transmission, elle est bien plus vaste que la question de juste est-ce que tu vas donner de l'argent, etc. Parce qu'effectivement, ça s'érode au fur et à mesure. Ce qui se transmet, c'est un combo finalement entre des biens matériels et une façon de former les gens, au moins un minimum, à comment maintenir et accroître ce patrimoine. Et la grande fragilité de ces familles-là, c'est ce qu'on reboucle sur ce que je disais avant sur les milliardaires, c'est qu'en fait, ils sont à la merci d'avoir une génération d'incapables. Et si en plus tu combines ça avec du malthusianisme, c'est-à-dire le fait de réduire tes naissances pour maximiser l'héritage sur quelques têtes, et ben en fait tu peux te retrouver à avoir des familles qui s'arrêtent. Il y a un roman de Roger Martin Dugard comme ça qui s'appelle Les Thibauts, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un roman c'est un roman des années 30, je crois, qui a été adapté en film il y a quelques années, enfin c'était un téléfilm, et en gros je te le fais à la serpe, mais en gros c'est l'histoire d'une famille, et ils vont être tous les enfants, il y a 2 fils, ils vont mourir à la guerre de 14, un comme aviateur et l'autre comme officier d'infanterie, je crois, si je dis pas de bêtises. En fait c'est une famille de très grands riches qui est au sommet de sa puissance et qui va s'arrêter net en fait avec cette catastrophe là. Il y a une fille adoptive mais qui rentre dans les ordres, enfin si tu veux, c'est vraiment un truc qui s'arrête, et il y a beaucoup de familles en fait où tu vois ça, où tu vois des lignées qui sont prometteuses, puis ils se réduisent à un héritier ou 2 héritiers. Généralement quand il y a 2 héritiers, c'est que ça fait une fille et un garçon parce que s'il avait eu un garçon directement, il se serait arrêté, et puis en fait au bout d'un moment ça s'effondre, et c'est comme ça que tu te retrouves en France. Au début du 19e siècle, c'était surnommé la Chine de l'Europe. Oui, c'est la Chine de l'Europe, parce qu'il y avait beaucoup de gens en France. Et puis après, à la fin du 19e siècle, comme c'est devenu un pays de petits héritiers, un peu besogneux, et on est moins nombreux que l'Allemagne au moment de la guerre de 14. Et il y a une espèce de transition qui se passe là-dessus, que tu retrouves dans un certain nombre de romans, que tu retrouves dans Pierre et Jean de Maupassant, que tu retrouves, j'ai dit, dans l'éducation sentimentale, que tu retrouves chez Balzac un certain nombre de fois, dans le cabinet des antiques, par exemple, toute cette noblesse désargentée qui revient, mais qui s'accroche à l'espèce de tradition, de privilège, de droit de récupérer des trucs au 5e degré, etc., au lieu de reconstruire quelque chose, qui est incapable de négocier ce tournant. Tu le retrouves dans toutes sortes de choses. Tu le retrouves même un peu chez Les Misérables, puisque en fait, tu as toute cette idée que finalement Marius peut épouser Cosette. Alors pas que, mais aussi parce que finalement elle a un héritage, tu vois. Elle a beau s'appeler Cosette Fauchelevent, parce que c'est le nom que prend Jean Valjean à ce moment-là, et ben en fait elle est quand même l'héritière d'une très grosse fortune qui a été placée chez Laffitte à un moment donné. Enfin il y a toute une histoire comme ça, et en fait en France, dans la littérature, j'ai l'impression qu'on a une espèce de haine
pas une haine, mais c'est un peu un angle mort des gens qui gagnent de l'argent par l'entrepreneuriat et en s'enrichissant vraiment. Alors il y a peut-être Jean Valjean un peu dans Les Misérables, mais sinon les gens qui deviennent riches, c'est soit en trouvant un trésor à la Monte Cristo, soit en héritant. Soit ils sont riches dès le début de l'histoire et on sait pas trop pourquoi, tu vois, genre ils sont nés dans une famille comme ça. Donc tout ça parle d'un rapport quand même à l'argent qui est un peu maladif dans ce pays, mais bon, ça c'est le truc classique. Ouais, après, souvent, ouais, c'est vrai que l'entrepreneur, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi une figure très moderne, en fait, l'entrepreneur, par certains aspects? Tu pourrais dire qu'au 19e siècle, tu as quand même des grands... D'ailleurs, tu vois, quand Victor Hugo te fait de Jean Valjean un entrepreneur, il a aucun mal à te brosser un personnage crédible et qui résonne. Et d'ailleurs, il n'y a pas que lui, il y en a un autre là dans Les Travailleurs de la Mer qui s'appelle c'est Mess le Thierry, je crois. Et qui est si je dis pas de bêtises, c'est ça son nom. En gros, c'est le gars qui a affrété le bateau qui a coulé et qui offre une récompense, et la main de sa fille d'ailleurs, à celui qui arrivera à récupérer la chaudière du bateau, parce que c'est la pièce qui vaut le plus cher de loin et qui permettrait de relancer ses affaires. Et donc en fait, t'as tout un moment où Hugo te raconte comment il a fait fortune petit à petit. Alors je me souviens plus exactement, mais en gros il a commencé sur un bateau, puis après il a grossi en montant en grade, puis il a eu ses affaires, son bateau, il a économisé petitement. C'est vraiment le petit entrepreneur local qui a réussi, tu vois. Et c'est un truc qui est enfin il y a que chez Hugo qu'on le trouve. Et après, même au 20e, à part Ayn Rand et la grève, ça y est, voilà. elle a été citée, c'est bon. Ouais. Vous pouvez mettre le timecode là dans les commentaires. Ouais, à chaque fois ils le font, hein, on les salue. Mais à part Ayn Rand, justement, c'est ça qui est frappant dans la grève, c'est que t'as des héros qui sont des entrepreneurs en fait, enfin une part d'entre eux en tout cas. Et ça, c'est un truc que tu trouves finalement très très peu en littérature la plupart du temps. Le héros, c'est soit quelqu'un qui trouve un trésor, enfin qui fait un truc valeureux, ou alors si jamais il devient riche en cours de route, ça peut être aussi par des méthodes criminelles ou des filouteries. J'allais te dire, il y a des voleurs et des escrocs quand même dans la littérature. Après, je sais pas, est-ce que tu considérerais par exemple qu'un mec comme Robinson Crusoe, c'est pas un peu un entrepreneur à sa manière? Bon, là tu vas le chercher loin celle-ci. Ouais, c'est un peu pas. En fait, disons qu'il entreprend mais dans un monde où il n'y a pas vraiment d'argent en fait, donc déjà c'est un peu compliqué, tu vois. Tu me diras, il y avait bien des entrepreneurs chez les communistes, hein, donc quelque part, voilà. Tout est possible. Une fois, ça renvoie à quelque chose de profond sur la nature humaine. Il y a des gens qui sont très bons pour trouver. En fait, il y a un entrepreneur, je crois que c'est Charles Gave qui disait ça. Il disait un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui sait faire quelque chose d'une très bonne manière et qui donc le fait d'une très bonne manière. Et des gens finissent par lui dire, attends, mais je suis prêt à payer pour le truc que tu fais, parce que toi je sais que c'est bien fait, quoi. C'est d'une bonne manière. Et donc en fait, regarde, même nous entre guillemets quand on prend des maisons d'édition, j'allais nous prendre comme exemple, exactement. C'est en fait, les gens ils nous font confiance parce que ils savent qu'on fait attention à la manière dont, je sais pas, même on choisit les textes, la manière dont on va les éditer derrière, la manière dont on va les imprimer, tout ça. Et puis même ça qu'ils achètent. Puis même le SAV, je veux dire, moi, tous ceux qui ont eu affaire au SAV de la Giberne le savent. Si vous avez un problème sur votre livraison, sur un problème sur le truc, paf, on vous répond, on trouve une solution. Si vous avez un dysfonctionnement sur votre compte client, paf, on répond. Tout ça, c'est des choses. En fait, c'est une espèce d'éthique de travail et d'amélioration. C'est quoi le mot japonais là pour dire que tu t'améliores un peu tous les jours là. Je sais plus c'est pas le comment il avait. C'est l'autre, il avait appelé son documentaire comme ça. C'est pas le Kaizen ou un truc comme ça. Ouais, j'allais dire ça, mais écoute, les gens nous corrigeront en commentaire si c'est pas ça, mais en tout cas, il y a un mot pour dire ça et je trouve que c'est très beau, cette idée que tous les jours tu fais genre 0,1% mieux que le jour d'avant, et après avec tes intérêts cumulés sur toute ta vie, à la fin tu deviens surpuissant. Et ça c'est vraiment très 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 fort en fait comme logique. Alors là, je crois que tu as lâché un mot. J'ai hésité tout à l'heure à le lâcher, mais puisque tu l'as fait, j'ai aucune vergogne, ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'as dit intérêt cumulé ou intérêt composé, je sais plus comment tu l'as. Ouais, j'ai dit intérêt cumulé, mais c'est vrai qu'intérêt composé c'est plus juste. Et en fait, c'était ça l'axe clé de ma défense de l'héritage. Et je crois que c'est ça que pas mal de gens qui n'ont pas du tout une vision dynamique, encore une fois, ça dépend comment tu perçois le truc. Mais si tu le vois sur du long terme, en fait, la seule perspective que des gens qui sont authentiquement pauvres peuvent avoir de s'élever vraiment, c'est justement de cumuler des intérêts d'année en année sur du temps long. Et en fait, si tu casses complètement le mécanisme de transmission, tu limites à la durée de vie d'une personne ce mécanisme-là. Et en fait, de facto, ce que tu crées,
c'est que tu crées une classe de gens qui ne peuvent jamais mécaniquement s'élever en fait dans la société, parce qu'ils sont ils ont un max, c'est-à-dire que même en admettant qu'ils fassent, je sais pas moi, du 10% par an, c'est déjà pas mal. Mais même admettons que tu sois Elon Musk, tu vois, que si tu transmets pas à la génération suivante, en fait, t'as une espèce de max indépassable de la nature humaine, tu vois. Même en imaginant que tu puisses reproduire Elon Musk, alors qu'en fait, l'humanité a mis quand même un certain temps à en produire un. Donc, si tu veux, je pense pas que il y a eu des très grands entrepreneurs, y compris au 15e, au 16e siècle, etc. Les protestants nous ont montré qu'on pouvait le faire, mais c'est vrai que c'est très important de voir aussi ça sur le temps long. Je crois qu'en France, la statistique, c'est que pour passer de l'extrême pauvreté au premier centile des revenus, c'est 6 générations en moyenne. C'est-à-dire que l'ascension sociale est très très lente et c'est criminel en fait de casser cette transition. Parce qu'en fait, généralement, c'est pas un truc linéaire. Comme tu disais, c'est comme les trucs composés, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que les 4 premières générations. Exponentielle, voilà, un peu molle, ouais, c'est ça, exactement. Et les 4 premières générations sur 6 vont être entre le gros prolo très pauvre et la classe moyenne. Et la 5e va être dans la classe moyenne sup, et la 6e va exploser tous les plafonds et être dans les giga millionnaires, etc. Et effectivement, c'est très important d'avoir cette vision sur le temps long, qui est d'ailleurs normalement consubstantielle à une société saine. Le problème de la France, c'est que aujourd'hui, les gens font pas de gosses, ils votent LFI et ils sont pas scandalisés qu'on leur mette une taxe sur leur livret A, si tu veux. Donc à partir de là, ah oui, t'as vu passer cette dinguerie là de la taxe sur les plus que 30 000 euros ou je sais pas quoi. Ouais. J'ai même pas compris d'où ça sortait, pourquoi 30 000. Il y a plusieurs choses. Déjà, je comprends pas comment tu peux mettre une taxe sur un truc qui est déjà... Enfin, le livret A est pensé pour ne pas pouvoir battre l'inflation. Genre, la règle du livret A, c'est que les intérêts sont maximum égaux à la moitié de l'inflation. Donc en fait, déjà, de base... Tu peux pas gagner avec ça, donc c'est complètement con. Et deuxième truc, que font 30 000 euros sur un livret A en fait? Genre, le plafond c'est 24 000. Donc avec les intérêts cumulés pour que tu arrives à 30 000, il faut quand même plusieurs années. Faut peut-être passer 20 ans peut-être. Ouais, c'est ça. En fait, c'est n'importe quoi, c'est absurde. Cet argent-là, que tu aies 24 000 ou 25 000 ou un peu d'intérêt en plus sur le livret A, pourquoi pas. Mais tu vas, si tu as besoin d'avoir de la liquidité en urgence, que ça te rassure, moi je comprends très bien. Par contre, à un moment donné, tout ce qui est au-dessus va le mettre sur des placements divers et variés ou faire un achat immobilier. Enfin, fais quelque chose quoi. Fais-toi un kiff, va à Las Vegas, va à Dubaï, je sais pas, mais fais quelque chose de cet argent, c'est pas possible. Tu peux pas te le laisser grignoter par cet impôt caché qu'est l'inflation tous les ans. Ça c'est mon conseil financier, voilà. Je suis pas courtier, mais faites quelque chose avec vos thunes, c'est pas possible. Bah, le problème, c'est que comme tu l'as dit un peu plus tôt, tu as beaucoup de gens qui sont pas très éduqués sur toute la partie économique et qui en fait savent pas quoi faire tout simplement. Ouais. Je te dis ça, hein, je veux dire, je sais pas par exemple ce que fait ta compagne en la matière. Moi, parfois je fais des séances d'explication de trucs un peu basiques. T'es avec ta meuf et t'es en train de lui dire attends, mais là il faut absolument que t'achètes du air liquide, il faut absolument que t'achètes du Nvidia. Je vais pas jusque dans le stock picking pour lui choisir des trucs précis, mais en général, si tu veux, déjà je lui dis en fait, laisse pas plus que X sur ton compte courant, tu vois. Moi j'estime que t'as 2 mois de salaire sur ton compte courant. Après, il faut réfléchir à qu'est-ce que je peux en faire d'autre. C'est très variable selon les gens. Tu as des gens qui ont besoin d'avoir plus, par exemple 3-4 mois pour se rassurer. Tu as des gens qui ont des gros rattrapages d'impôts à la fin de l'année dans certaines situations. Donc parfois tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent sur le compte pour faire face à ça. Tu as des gens qui ont des grosses dépenses à certains moments de leur vie. Par exemple quand tu fais un achat immobilier pour une résidence principale, ce genre de choses. Un mariage par exemple, ouais. Voilà, ouais, ce genre de choses. Et en fait, ou même simplement pour des choses, pour des gens qui deviennent parents ou qui redeviennent parents ou redeviennent parents pour les plus endurants. T'as aussi un moment donné où tu peux dire j'ai besoin d'avoir plus de liquidité sur le compte ou enfin tu vois, il y a plein de situations dans la vie, mais effectivement il y a un moment donné, il faut comprendre, en fait faut comprendre l'esprit qui est derrière cette vision de l'argent et il faut l'appliquer, et ça c'est très très difficile. Je pense que en France on n'est pas du tout formé à ça, et la plupart des gens, s'ils le découvrent vraiment tard quoi. Et la plupart des gens, d'ailleurs l'écrasante majorité, 85-90% des gens le découvrent simplement jamais. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Je sais pas ce que tu vois autour de toi, mais... je sais pas, moi j'ai quelques nerds de placement financier, etc.
Mais après, tu vas partir avec Victor Ferry Non. Il est où à Chypre, je crois, maintenant lui. Je crois qu'il est à Chypre, ouais. Il a donné le nom de sa ville. Ça a l'air d'être une ville au sud, je crois, de Chypre. Ah oui, putain, j'ai vu passer une vidéo. Oui, c'est Limassol qu'il a dit. C'est Limassol, pardon. Excuse-moi, voilà. j'avais pas retenu, mais... Bah voilà, on lui passe le bonjour. Je sais que vous avez eu, toi et lui, une histoire, une love story étonnante sur Twitter. Non, mais en vrai, on s'aime bien. Hein, je veux dire, on s'est un peu frité sur le début, mais tu vois, comme quoi tout est possible. Hein, Ouais, comme quoi tout est possible. Tu sais, parfois c'est les belles amitiés, elles commencent par des embrouilles. Par des embrouilles, exactement. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des amis, on a commencé par pas se taper dessus, mais presque. Et pourtant, tu vois, ça marche bien après. Donc tout est possible. Alors, il y a un autre aspect qu'on n'a pas forcément abordé, c'est toute la question de justement les bourdieusiens, les sociologues qui sommeillent peut-être dans nos spectateurs, diraient le capital culturel. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déshériter à quelqu'un, par exemple, ou maximiser un héritage d'un point de vue culturel? Qu'est-ce que tu en penses, ça? Maximiser un héritage d'un point de vue culturel, c'est ce que essaient de faire à peu près tous les parents dans les classes moyennes supérieures. Et au-dessus, c'est Quoique tu serais surpris, parce que t'as des tas de parents qui justement se butent dans le travail et n'ont pas le temps de transmettre à leurs gosses. Et du coup, ils essayent de déléguer ça un peu maladroitement en donnant des cours de piano, je sais pas quoi, mais... en ça général, dépend du gosse, quoi. Ça dépend du gosse, ça. À partir d'un certain niveau de revenus, en fait, en fait, je pense que c'est surtout un peu la distinction entre les nouveaux riches et un peu old money, new money, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, parce que typiquement, les nouveaux riches, effectivement, sont pas du tout sensibles à cette question du patrimoine culturel. Et en fait, eux, ils ont réussi matériellement et considèrent que la matière est à peu près tout ce qui se transmet et tout ce qui a un intérêt. Alors que les gens qui ont quelques générations de richesse ont tendance à, au contraire, valoriser beaucoup cet aspect-là. Et c'est ça qui, au passage, les rend parfois un peu insupportables à certains de leurs congénères qui sont moins aisés financièrement. C'est que typiquement, tu prends la famille on va dire, de bourgeois assez aisés à Saint-Germain-en-Laye, à Saint-Cloud, à Versailles, ce que tu veux. Ces gens-là, en moyenne... J'ai des visions de Jean-Charles avec des pulls sur les épaules, si tu veux. Ils n'ont pas des fringues spécialement... Enfin, je dirais, ils vont porter je sais pas moi, une chemise Figaré, un truc bon, qui vaut peut-être 100 balles, mais ils vont pas mettre des sommes phénoménales dans leurs fringues. Par contre, sur tout ce qui est bonne manière, éducation, références bibliques, catéchisme, histoire, tout ça, ils vont bétonner. Et c'est aussi tout simplement sociabilité avec d'autres familles qui sont là-dedans. C'est-à-dire que les rallyes, mais même sans aller jusque-là, simplement les sociabilités de partir en week-end, de s'inviter en vacances, d'aller faire des dîners. Les activités qu'ils peuvent avoir sont toujours sélectes. Elles choisissent toujours certains types d'activités qui font que, par défaut, elles vont pas mélanger trop socialement les gens non plus. Enfin, je veux dire, globalement, c'est des gens qui vont aller se envoyer leurs gamins tous faire de la voile, je sais pas où, à côté de Saint-Malo. J'allais dire en Bretagne, effectivement. Ouais. De la voile, c'est Bretagne direct, exactement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à Saint-Malo? En fait, ils vont tomber sur d'autres familles à peu près de leur milieu. Ouais. Et donc, il y a un peu un entre-soi. Et ça c'est vrai que c'est un peu irritant du point de vue des classes populaires qui se sentent un peu exclus de cet entre-soi-là. Je comprends. Tu dis que c'est irritant, mais tu as des gens qui trouvent ça fascinant. Parce que tu as un auteur, pour le coup, qui montre très bien ça. Ça, c'est une tarte à la crème, mais c'est Proust. Je veux dire, Proust, c'est vraiment cette plongée dans cet univers-là au début du XXe siècle, donc l'époque des salons, l'époque avant pré-Première Guerre mondiale, très majoritairement. Et donc, on a ce moment-là où tu vois les activités en bord de mer. Alors, eux, c'est la Normandie, mais tu vois ça, tu vois les salons à Paris, tu vois les lieux de sociabilité, les petits trucs machin, un truc à coucher avec bidule, machin à faire mariage, un bon mariage, un mauvais mariage, il a eu un enfant, 2 enfants, l'enfant a fait ça, ceci, voilà, bon. Et si tu veux, face à ce type de littérature, tu as 2 réactions. Tu as des gens qui peuvent pas supporter, genre ils trouvent ça, comme tu dis, irritant, maniéré, si je force le trait, efféminé, et tu as des gens qui, d'autre côté, vont avoir une réelle fascination parce qu'il y a un côté un peu princier, il y a un côté un peu Stéphane Bern, tu vois, à regarder ça. Moi, je connaissais des gens, par exemple, vraiment toute petite classe moyenne, tu vois, des anciens contrôleurs de train, ce genre de choses. Ils arrivent à la retraite, un jour ils tombent sur Proust et ils l'ont pas lâché.
si tu veux. Et ils étaient passionnés et absorbés par... Il y avait quelque chose en eux qui résonnait profondément avec ça, alors que c'est des gens qui avaient jamais dû dépasser, je sais pas, 2000 € de salaire par mois, tu vois. Et ils n'étaient pas du tout dans ce monde-là. Mais effectivement, je comprends que ça puisse être énervant pour des gens. Moi, pendant longtemps, ça m'a énervé. Hein. J'en reviens aujourd'hui, mais pendant longtemps, ça m'a énervé. Donc, je sais pas. Après, tu sais, t'as des gens qui fantasment un petit peu ce qu'ils seraient s'ils étaient dans un autre univers, dans un autre monde, etc. Et au passage, c'est très amusant, je ne sais pas aussi si tu t'es déjà posé cette question ou si tu as déjà remarqué ça, tu as des tas de gens qui fantasment ce qui se passe dans d'autres classes sociales en ne percevant que les avantages. Typiquement, bien sûr, comme toujours. La plupart des gens te disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien, imagine, je serais la reine d'Angleterre ou je serais la famille royale de je sais pas quoi. Voilà ce qui se passerait, j'aurais des serviteurs, machin. » Ouais, mais en fait, tu aurais aussi des dîners qui dureraient littéralement 4 heures où tu aurais rien de possible à dire parce qu'en fait ton job ça serait juste de faire tapisserie et tu serais avec des mecs absolument rasants qui te parleraient de trucs pas intéressants et tu n'aurais pas le droit de manger plus qu'une bouchée de quelque chose par demi-heure. Enfin, mais regarde, même sans aller jusqu'au niveau de la princesse, etc. Regarde American Psycho. Tout le monde connaît cette œuvre. Le film plus que le livre, il faut pas se mentir, mais voilà. Et il y a eu des mèmes. Ouais, il y a eu des mèmes. De toute façon, ils sont très très drôles les mèmes sur ce film. Vraiment très très grosse perf. Comment il s'appelle Christian Bale, non, c'est ça? C'est Christian Bale, ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai envie de te dire, là-dedans, tu vois très bien que tout est archi maniéré sur la façon dont il faut se tenir, dont il faut porter telle chemise. Il y a la scène où ils font un duel sur les cartes de visite qu'ils ont. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, en gros, c'est des banquiers, donc ils ont une espèce de carte de visite où il y a marqué leur blaze et leur nom en dessous, et ils ont une espèce de truc ultra agressif passif de se montrer leurs cartes, qui sont toutes plus raffinées les unes que les autres, avec un micro niveau de détail, de vernis, de grains, de main du papier dessus, enfin n'importe quoi. Et en fait, ils deviennent fous de rage intérieurement. Alors ils font un grand sourire à l'extérieur, mais ils sont fous de rage intérieurement. Ils pourraient vraiment énucléer le mec en face d'eux, parce qu'il a eu le malheur ou le bonheur, selon le point de vue, d'avoir une carte qui est supposément plus belle, alors qu'en fait un œil profane, et d'ailleurs toute la scène est très drôle parce que tu ne vois pas toi la différence entre les, à la limite tu dis c'est un jeu d'éclairage ou je sais pas quoi, non, tu vois pas la différence entre les cartes, et probablement que les cartes, il y a pas dans les outils qui ont été utilisés dans le film, il n'y avait pas de différence dans le papier utilisé, c'est juste toi qui le vois comme ça. Et donc en fait effectivement c'est des vies qui sont très vite, souvent les gens voient que les avantages et pas les inconvénients. C'est exactement comme à l'inverse les grands bourgeois souvent de gauche qui fantasment la racaille de banlieue, tu sais, je vais pas citer une célèbre secrétaire d'État, mais voilà. Ah, ça serait. Mais et je trouve qu'il y a un peu ça d'ailleurs chez les cadres sup en ce moment, des gars qui fantasment. Ah, mais ça serait tellement bien d'être un paysan, tu vois, on aurait 3 chèvres, 2 vaches. Vas-y, on va s'installer dans le Limousin, tu vas voir. On va ouvrir une librairie, enculé. Non mais je te jure, je trouve qu'il y a des gens qui fantasment beaucoup et après coup ils découvrent, tu sais que en fait non c'est compliqué, genre ça a des inconvénients aussi. Ah mais en fait il faut se lever tôt le matin. Je pensais pas. Tu vois. Ouais, alors et ça encore c'est un attrait pour un truc, j'ai envie de dire, assez noble, parce que pour moi vouloir retourner à la terre c'est noble, hein. Je pense que c'est le chemin de quelqu'un qui a compris où l'emmène la modernité, que comme disait Sylvain Tesson, la modernité est peut-être le développement d'une erreur, et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Bon, ceci étant dit, ça veut pas dire qu'il faut rejeter tout le progrès non plus, hein. La médecine c'est pas mal, l'internet c'est pas mal, bon voilà, il y a des trucs quand même, mais si tu veux, là encore c'est d'un point de vue positif, parce que tu as aussi un attrait des classes supérieures pour les classes inférieurs, mais disons dans des cadres criminogènes, et ce depuis toujours. Tu sais, quand je travaillais en histoire médiévale, on voyait qu'à un moment donné tu avais un phénomène en France qui s'appelait celui des grandes compagnies. En gros c'est des soldats pendant la guerre de 100 ans qui étaient démobilisés parce qu'il y a des périodes de paix, et comme ils avaient rien pour faire, rien pour vivre, et en fait ce qu'ils faisaient c'était du pillage. Ils s'en prenaient à des mais c'était des trucs énormes, hein. Une fois ils ont escaladé la fenêtre du pape à Avignon, ils ont mis une dague sous le cou du pape, ils sont partis avec 100 000 florins. Enfin, parce que les mecs avaient des standards ça faisait aucun sens, tu vois. Enfin j'ai dit des florins, mais c'est des tu peux nous faire une conversion au cours du jour là Alors en termes de pouvoir d'achat, ils sont repartis avec je sais pas, quelque chose comme je sais pas, une quinzaine de millions, tu vois, avec ça. C'est le cas d'HSBC, tu vois, cette histoire. Bon. Et en gros ces gars-là en fait avaient dans leur suite ils finissaient par avoir des cuisiniers qui bossaient pour eux, ils finissaient par avoir des gars qui nettoyaient leurs armes et tout, et ils finissaient par avoir des ribauds, c'est-à-dire en gros
des teupus, voilà, qui étaient avec elle. Et en fait, ces nanas avaient s'habillé d'une certaine façon parce qu'elles avaient une espèce de, elles rivalisaient pour se faire le mec le plus élevé possible dans ce grade-là. Et elles avaient une façon de s'habiller, notamment en mettant apparemment des chausses qui étaient particulièrement repliées sur elles-mêmes, donc des chaussures, tu sais, avec le bout, voilà. Et à la cour du roi, tu commençais à avoir des nanas qui adaptaient ça pour se mettre là-dedans, alors qu'en fait elles fantasment en fait la vie en fait on dirait d'escorte en fait. Fondamentalement c'était ça le truc. Et si tu veux, ça renvoie quand même à quelque chose de très profond chez l'être humain aujourd'hui. Et la version moderne de ça, c'est la nana, l'espèce de bourge qui avait fait un film où elle tu sais, sur les rodéos urbains, où elle fantasmait la bike life. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Non, mais même Marlène Schiappa avec son voilà, bouquin, là, mais oui, je sais plus qui qu'elle allait Djibril c'est qui ça, c'est ça. Djibril je vais dans ta cave où tu fais ton tuning, vas-y. Ouais. Alors c'est pas Fais-moi exactement ça. découvrir la vie des kebabs. Ouais, super. C'est pas exactement ça. C'est le garage de son oncle, je crois, si je me souviens bien, ou un truc comme ça. En tout cas, et puis surtout Djibril, le jeune rebeu un peu bourru, mais quand même journaliste à France Télévisions, tu vois, parce que faudrait pas non plus que ce soit un vendeur de clopes hémiplégique à Barbès-Rochefort, tu vois. Ça, c'est un sujet aussi dont Dalrymple a beaucoup parlé, en fait. C'est dans plutôt Culture du vide. Le côté comment l'élite se fait en fait quelque part contaminé par des modes qui viennent d'en bas, et notamment le tatouage, c'est un peu sa marque de fabrique, on va dire, d'interprétation, c'est de dire mais comment ça se fait qu'on est arrivé à avoir des aristocrates qui se tatouent alors qu'à la base c'était un truc de criminel, quoi. Ouais. Alors en fait il faut toujours être très nuancé là-dessus. Je sais pas si cette histoire est vraie, mais tu sais que le père de Chateaubriand venait d'une famille de très ancienne noblesse, mais qui avait plus un rond. Et en fait, il s'est engagé sur les bateaux. Il a d'ailleurs été plusieurs fois le seul survivant de certains naufrages, parce que c'était des vies très très dures. Et il s'est vraiment enrichi. Et à un moment donné, il a pris sa retraite. Alors, à une époque, prendre sa retraite, ça veut dire qu'en gros, t'as des gens qui travaillent pour toi, qui font tourner la compagnie. D'ailleurs, la compagnie était en train de péricliter, mais c'est normal. En fait, plus tu vieillissais, plus t'étais pauvre. En fait, y avait pas, c'est pas comme en France républicaine aujourd'hui où plus t'es vieux, plus t'es riche. Tu vois, il y avait une certaine cohérence naturelle, tu vois. Et en fait, je sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'est Roland Barthes dans la préparation du roman qui donne cette anecdote, mais je sais pas d'où il la tient. Que le père de Chateaubriand était tatoué. Tu vois, parce qu'il avait été avec les marins, etc. Donc tu avais quand même des lieux de porosité sociale, y compris dans les pratiques. Je vais pas faire l'anthropologue et tout, mais c'est quand même assez intéressant de voir que tu pouvais être à la fois le descendant de je sais pas quel prince de Bretagne et te tatouer, même si on est au milieu du 18e siècle. Voilà. Donc les choses sont possibles, tu vois. Ne soyons pas fermés, monsieur Bayrou. Et alors attends, peut-être toi dans ta vision des transmissions de patrimoine culturel, etc., qu'est-ce que tu retiens en fait de cette partie-là, parce que tu as abordé le sujet en disant voilà, il faut faire le complément de la transmission matérielle. Ouais. C'est quoi l'intérêt en fait d'une bonne éducation Eh ben écoute, j'ai pas de statistiques pour backer ce que je vais te dire là, mais ça c'est un truc que je pense fondamentalement. Je pense que tu sais, demain tu peux être aussi riche que tu veux en France, hein. Tu peux avoir des milliards, ce que tu veux. Si demain l'État malheureusement tout puissant en France décide que ça s'arrête, ça s'arrête. C'est-à-dire que s'ils veulent te prendre tes millions, ils prennent tes millions, etc., etc. Donc tu peux toujours investir à l'étranger, mettre en crypto, faire de l'immobilier, avoir des prête-noms. Ok, ça c'est tout un arsenal que tu peux déployer, il n'y a pas de problème. Mais un autre moyen, c'est aussi d'investir sur soi-même et sur sa descendance. C'est-à-dire en termes de formation continue, d'apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles expériences, sociabiliser avec des nouvelles personnes, se mettre dans des situations de pouvoir rencontrer certaines personnes. Typiquement, les gens qui partent vivre, je sais pas, aux États-Unis, qui partent vivre à Dubaï, qui partent vivre en Chine. Enfin, tu vois, ou même à Genève, pour être plus près ou même à Londres. C'est des stratégies aussi pour être en contact avec un milieu qui te stimule, etc., etc. Pour pas être le gros poisson dans un petit bocal, quoi. Ce qui est un peu le problème en France. Et en fait, d'une certaine manière, ce que le français inconsciemment a bien compris, c'est que dans un pays de contrôle fiscal, le seul truc qu'on peut pas te redresser, c'est ton éducation. Et donc en fait, je pense que les familles qui perdent et qui sont en décroissance d'argent après avoir été très riches, mais qui conservent un capital culturel important, sont des familles qui seront, tant qu'elles le conserveront, ce capital, ne seront jamais évincées de la bonne société et de ces courses-là. Elles se referont par des mariages, elles se referont par des bonnes études, elles se referont par des investissements, elles se referont par... En fait, elles seront là où l'opportunité se manifeste quand l'opportunité se manifestera. Donc en fait, plus que tous les prête-noms, tout ce que j'ai dit avant, la vraie assurance vie finalement d'une famille sur le temps long, et c'est là l'effet du old money dont on parlait avant, c'est vraiment de transmettre à ses enfants un capital culturel en fait, et de l'introduire là-dedans. Et ça en plus, ce qui est génial, en plus pour
des plus gros droitards, c'est que c'est un truc qui rendra fou le gauchiste, parce que à moins de te faire des camps à la Pol Pot où on met tous les gens qui portent des lunettes et qui ont 110 de QI, tu vois, et de les tuer, en fait, à moins de faire ça, tu peux pas retirer à quelqu'un le savoir ou l'expérience qu'il a eu. Le mec qui a skié 10 ans à Courchevel, si tu veux, tu peux pas lui en tirer ces 10 années, tu peux pas le faire déskier à Courchevel, tu vois, il y a pas de possibilité là-dessus. Donc en fait, c'est un très bon moyen d'optimisation fiscale cachée, en fait, de miser sur l'éducation, y compris sur l'éducation de ses enfants, voilà. Et je pense que si tu combines ça à une bonne éducation financière, tu te mets quand même dans des bonnes cartes en main pour l'avenir. Après, voilà, tu peux avoir un gosse qui est vraiment pas doué pour ça, qui est un teuteux, tu vois, mais normalement, tu fais tout ce qui est humainement possible pour que ça n'arrive pas, quoi. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, mais qui est un peu connexe à ça, et je pense que c'est le bon timing. J'aimerais dire qu'en fait, il y a des gens de gauche très connus qui font littéralement ça aussi, en fait, parce que on a l'impression que c'est un truc de cathos qui mettent leurs mains dans les scouts. Attends, mais moi j'aimerais parler du cas Fabius. 5 non mais secondes. attends, on va dire un truc quand même très clair pour que les gens comprennent, parce que là, ça c'est un truc que j'ai mis des années à comprendre, donc vous l'écoutez bien, vous le clippez, vous le réécoutez 3 fois s'il le faut jusqu'à ce que vous compreniez. À un certain niveau de hauteur sociale, quand tu es suffisamment élevé dans la société, la politique n'est rien d'autre qu'un sport mondain. C'est-à-dire que tu prends, en fait c'est comme dans un RPG, tu choisis ta classe, d'accord ? C'est-à-dire en gros, est-ce que tu vas jouer gauchiste, est-ce que tu vas jouer droitard, est-ce que tu vas jouer centriste, est-ce que tu vas jouer paternaliste, capitaliste paternaliste, est-ce que tu vas jouer anarcho-capitaliste, enfin il y a plein de trucs. Bon, la tendance en ce moment c'est de jouer gauchiste sans frontiériste. Bon, ça c'est le new match de feu, tu vois, du truc. Mais en fait fondamentalement, ces gens ils te disent ce que tu veux entendre d'un point de vue social et sociétal, mais quand il s'agit de prendre des décisions sur leur patrimoine et sur leur famille, là d'un coup c'est plus un jeu, c'est la vraie vie, et en fait ils en ont rien à faire. Et le cas Fabius c'est exactement ça, c'est des gens en fait si tu veux, on voit bien qu'il y a un hiatus absolu entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, parce qu'en fait il faut bien comprendre que ce qu'ils disent c'est juste du signalement de vertu, c'est juste un sport mondain pour se faire bien voir dans les soirées du siècle et du Rotary et de la franc-maçonnerie. Et quand tu parles de patrimoine, quand tu parles d'argent, quand tu parles de salaire, de trucs comme ça, de revenus divers et variés, là pour le coup, serious business, on n'y touche plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, moi j'avais envie de parler de la transmission de l'art, et notamment du fameux, la petite ligne qui a été glissée juste au moment où l'impôt sur la fortune a été créé, pour exclure... c'est vrai ça. Tout ce qui touchait au domaine artistique, les sculptures, les tableaux, les peintures, tout ce que tu veux. Ouais. Et il se trouve qu'un certain Fabius était à ce moment-là Premier ministre, et qu'il se trouve qu'il appartenait à une famille de collectionneurs d'art. Et comme c'est bizarre. Alors. Ouais, et donc il s'est dit, on n'a qu'à dire que ça, c'est pas du patrimoine. Et donc le mec a créé, enfin il a redéfini. Jacques a dit pas sculpture, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que encore une fois, c'est pareil. On pourrait très bien décider que l'art, ça fait partie du patrimoine culturel, justement. Ouais, tout à fait. Et pourquoi il est pas taxé, lui ? Pourquoi il échapperait, en fait ? Tu vois, là, on arrive sur une distinction qui est un peu bizarre. Et on découvre quoi ? On découvre aussi que dans ces milieux-là, qui, au passage, passent leur temps à te dire que l'art contemporain, tu vois, c'est tellement intéressant. En fait, les types se refilent des tableaux depuis quelle génération ? À mon avis, c'est pas des monochromes blancs. Hein. Non. Alors après, il faut quand même faire attention, parce que dans ces milieux-là, ils sont quand même très branchés souvent art aborigène, peinture cubiste. Enfin, il faut pas croire qu'il y a que des Vermeer et des Rembrandt dans ce qui se fait. Oui, il y a aussi le Quai Branly, on est d'accord. Ouais, voilà. J'allais faire une blague, mais je pense que les gens la feront eux-mêmes, tu vois. Mais oui, le quai, voilà. Si tu veux, mais en fait, à un moment donné, ce qu'ils ont bien compris avec ça, et le truc horrible que tu as ouvert, parce que en fait, quand tu crées un impôt, comme tu crées un truc qui devrait pas exister fondamentalement, tu crées forcément un déséquilibre, et tu vas amener du malheur, en fait, et tu vas amener encore plus de bizarreries sociétales en créant un impôt, toujours. Tu sais, c'est comme à la Révolution française, ils ont fait un impôt, et comme on pouvait pas savoir combien les gens gagnaient, on a fait un impôt sur les fenêtres. La logique, c'est plus tu as une grande maison, plus il y a des fenêtres, et donc plus t'es riche, et donc on va t'imposer. Qu'est-ce qu'ont fait les gens ? Ils ont muré toutes les fenêtres. Et donc en 1820 en France, t'avais des baraques immenses avec 0 fenêtre. Les mecs avaient mis des pierres partout, c'était une maison troglodyte, tu vois, parce que ils voulaient pas payer l'impôt dessus. Et avec il y a d'autres pays européens, je me souviens, où ils avaient
mis des impôts à proportion de la surface de la devanture de la maison. Et du coup, tu as des rues toutes biscornues parce que les mecs avaient des maisons en trapèze avec une toute petite surface de genre 2 mètres carrés, juste la porte, quoi. Et tout le reste, c'était caché derrière. Et t'as un truc aussi, je crois que c'était en Grèce, je crois, en tout cas avant la crise de 2008, et au Liban aussi, je crois, tu ne payais des impôts que si ta maison était finie. Donc en fait, t'allais dans la rue, t'avais que des maisons avec le dernier étage n'est pas construit. En fait, ils s'en foutent, ils pleuvent jamais dans ces pays-là, ou rarement en tout cas. Et du coup, ils finissaient pas. Et du coup, ils payaient pas d'impôts sur la maison qui n'était pas finie. Et pour revenir à l'histoire avec Fabius, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont encouragé un truc qui existait déjà avant, mais qui a encore plus été encouragé, c'est la spéculation sur le marché de l'art contemporain, où la moindre croûte trouve son existence. Parce que en fait elle est un objet d'optimisation fiscale, et donc après tu peux l'habiller d'un décorum. Ah oui, j'aime beaucoup la transsubstantiation de la matière que propose cet artiste très inspiré. C'est combien? 50 000, d'accord, très bien. Tu vois, c'est cette logique là, parce que dans le genre truc que tu peux transmettre d'une génération à la suivante sans trop que ça soit perceptible par l'État, ça en fait partie en fait. C'est-à-dire que tu as parlé des SCPI tout à l'heure. Mais en fait, j'ai dit SCI, mais effectivement, pardon, on a pu parler des SCPI. Mais on a pu parler des SCPI aussi. Hein. Mais en fait, t'as aussi tout le côté. J'ai un super tableau, je le file sous le manteau à mes gamins, personne n'est au courant. Enfin, tant qu'il n'est pas revendu ou tant qu'il n'y a pas un truc, personne ne sait, quoi. Enfin. Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment là où tu vois que le régime est complètement corrompu, quoi. T'as des mecs qui sont au pouvoir, qui font des. En fait, encore une fois, l'impôt sur la fortune ne devrait pas exister. Et l'impôt devrait être... mais bon, je vais retomber sur ce que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais en fait, en France, on a 50 mots différents pour dire impôt, parce qu'en fait, on t'impose 50 fois de façon différente avec des prétextes fallacieux à chaque fois. Si tu avais un prélèvement unique une fois de, je sais pas, 10% par exemple, même 10% c'est un maximum, il faudrait plutôt 7-8, et bah là, tu fais tourner le pays avec normalement, et tu génères pas des optimisations de bâtards et tout, et les mecs seraient même contents de dire, ok, j'ai gagné 1 million cette année, bah, je peux bien mettre 80 000 pour que le pays tourne. Je pense que, enfin, si tu refuses d'accepter ça, il y a quand même un sacré problème. T'as quand même 920 000 qui te restent dans la poche, ça va quoi. Personne chercherait à faire de l'optimisation alors qu'il y a un taux aussi bas, tu vois. C'est la fameuse courbe de. Ça s'appelle comment? C'est la courbe de Laffer. La courbe de Laffer. L'affaire, c'est ça, voilà. Ouais, exactement. Bon bah voilà, tu sais le truc. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé du tout pour le coup, qui est lié. Alors, c'est même plus vraiment l'héritage, mais là, c'est les liens entre héritage et hérédité. Et là, j'aimerais bien en parler un peu avec Zola, parce que tu sais, Zola a fait les Rougon-Macquart, donc c'est une fresque sur une famille. Et c'est une série à thème, quasiment. C'est une série ouais, exactement. Parce qu'en fait, tu vois que en fait, Zola a été marqué par des travaux, disons, on pourrait dire précurseurs en génétique. Les gens n'avaient pas la notion de gène, etc., mais ils s'intéressaient aux transmissions, et comment les tares et les qualités se transmettaient et se transmutaient d'une famille à l'autre, et comment, quand tu avais des mariages, bah, du coup, l'enfant il prenait un peu à droite, à gauche, etc. Donc c'était des théories pseudo-scientifiques du début du XXe siècle, mais qui l'ont vraiment influencé beaucoup, fin du 19e d'ailleurs plutôt. Et en fait, chez Zola, tu as vraiment cette idée que, par exemple, on peut retrouver des traits communs, par exemple de folie, ou des traits communs de comment dit-on, de dons pour les affaires, ou des traits communs de sensibilité exacerbée, ou des traits communs, enfin il y a plein de trucs que tu peux retrouver d'une génération à l'autre. Ça peut sauter une génération, ça peut retomber sur le truc d'après à côté, c'est assez bien vu, et parfois selon les contingences politiques, les contingences sociales dans lesquelles se trouvent les personnages, c'est un avantage ou un inconvénient. Bon, chez Zola c'est plutôt un inconvénient en général, mais ça arrive, et tu vois que tu balayes tout le spectre social français. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont à la cour avec Napoléon III, tu as des gens qui sont dans les mines, tu as des gens qui sont artistes, t'as des prostituées, t'as des gens qui travaillent au hall, t'as toutes sortes de personnages qui sont là-dedans. Et là, c'est encore une autre forme d'héritage, c'est carrément un héritage biologique en fait. C'est la génétique quoi. Enfin... Ouais, c'est un héritage qui s'impose à toi et que t'as dès la naissance d'ailleurs. Tu en jouis dès la naissance, il ne fait que se déployer dans la vie à partir de là. Je sais pas si toi t'as un peu réfléchi à ça, mais je me dis que il y a un thème moi qui me parle beaucoup, mais alors je reviens dans l'histoire beaucoup plus avant, on va dire. Tu veux parler de Xénophon, c'est ça? Non, je pensais au Tantalide, en gros, au supplice de Tantale et au malheur qui se perpétue d'une génération à la suivante. Dans la famille avec Oreste, etc. C'est ça, ouais. Des malédictions. Et donc, tu as des malédictions qui passent d'une génération à la suivante. Tout ce côté-là, il a été abondamment décrit chez les Grecs. Enfin, tous les mythes grecs, quasiment, c'est des histoires de... ça remonte à quelque part. Il y a eu un acte de... On appellerait ça un péché dans la religion. Ouais. Enfin, c'est anachronique comme terme. Mais quelqu'un a fait une erreur grave, une faute, et en fait, toutes les générations qui suivent vont l'expier, en fait.
Ouais. Et je pense qu'il y a un peu la même idée, c'est vrai, chez Zola. Après, chez Zola, je pense que c'est plus scientifique. Il y a Oui, c'est scientifisant, effectivement. Il y a un petit côté, pour moi, c'est un peu proche du lamarckisme. Je ne sais pas si tu es familier, toi, de la biologie. Alors, Lamarck versus Darwin, ça te parle? Ouais, je vois ce qu'il en est, mais il va falloir que tu expliques pour les gens, parce que, en fait, les gens ont le sentiment de connaître ce genre de théorie, mais comme ils en ont une vision très superficielle, ils comprennent pas vraiment, et parfois ils font des contresens sur Lamarck ou sur Darwin ou sur les deux. Donc si tu as envie d'expliquer un peu en 2 mots, alors ça peut être pas mal. En 2 mots, vraiment à la hache, en fait, c'est une espèce de discussion qui a commencé principalement pour expliquer comment, par exemple, certaines caractéristiques d'animaux pouvaient se développer dans le temps, dans l'évolution, en fait. Et donc, typiquement, je vais prendre l'exemple des coups des girafes. En gros, pourquoi les girafes ont les longs coups? Lamarck a proposé l'idée que, en fait, progressivement, à mesure qu'il y avait moins de feuilles sur le bas des arbres, les girafes tendaient le cou, et que, en tendant le cou, de génération en génération, les girafes gagnaient quelques centimètres à chaque génération à force de tendre le cou. Et à l'inverse, Darwin beaucoup plus tard, hein, parce que Lamarck c'est début 19e, ouais, si je dis pas de bêtises, et Darwin c'est toute fin 19e, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas du tout au même moment, effectivement. Ouais. Mais Darwin, lui, propose une autre approche qui, elle, repose sur donc, du coup, la génétique, et qui dit il y a des gènes qui se passent de génération en génération, il peut y avoir des mutations, il peut y avoir des tas de en fait, alors après on va rentrer dans les allèles dominants, récessifs, tout ça, mais en gros aucun des deux ne se rend compte de ça, bazar génétique, et à chaque génération il y a des individus qui vont naître suivant un spectre de longueur de cou, par exemple, et donc en fait il se trouve que ceux qui ont les coups les plus longs vont être favorisés parce que comme il n'y a pas assez de feuilles pour les autres, les autres en fait vont crever et vont pas réussir à transmettre leurs gènes. Et donc c'est en fait à chaque génération il y a un écrémage qui est fait. C'est pas que ça c'est la théorie darwinienne. Ça c'est le côté darwinien. À laquelle on a donné raison pendant très longtemps d'ailleurs. Même si on en revient un petit peu aujourd'hui, il y a des trucs d'épigénétique, je me suis laissé dire. On remet un peu de Lamarck dans l'équation. Mais ouais, pendant longtemps ça a été ça le paradigme. Et en tout cas, Lamarck a eu une influence post-Darwin qui a duré très longtemps. Et notamment par exemple chez les communistes, Lysenko est un néo-lamarckien en fait. Ouais, enfin Lysenko était même un taré qui a provoqué des famines. aussi. Voilà, aussi. parce que tu veux, Lamarck était pas un bozo, Lysenko était un énorme bozo, il faut quand même dire les choses. En fait, oui, non, en plus, je crois qu'il y a une surcouche d'idéologie qui a perverti tout le reste. C'est-à-dire que, comme toujours, le gars voulait prouver en même temps que, en plantant dans un désert, les plantes allaient se soutenir par la force socialiste de l'entraide, je sais pas quoi. Il y a des trucs, c'est du délire. Hein. Il y a vraiment des sacrées pseudosciences qui ont émergé pendant le communisme. Juste parce qu'il y avait cette pression pour prouver que idéologiquement les plantes socialistes allaient s'entraider, que la nature était elle-même socialiste et que le capitalisme était une aberration, que la compétition était une aberration. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, t'avais fait une vidéo dessus sur ta chaîne secondaire, je crois. Sur les exactement. Ouais, je me souviens de cette histoire. Écoute, c'est super intéressant et alors. Il y a plein de manières d'embrayer avec ça. Effectivement, chez Zola, tu as cette disons, mise en littérature d'une dialectique entre Lamarck et Darwin, mais en tout cas sur cette question de l'héritage. Moi, ça me fait penser à un autre truc. Alors, c'est plus un détail, mais c'est un détail qui est assez révélateur, je trouve. C'est chez Lovecraft. Dans les nouvelles de Lovecraft, tu as très souvent cette idée que quand le personnage est confronté à la folie ou qu'il a des problèmes de santé parce qu'il est confronté à des phénomènes paranormaux qui lui détériorent la santé, il y a cette idée toujours qui va se justifier en disant mais pourtant dans ma famille on n'a pas de malades mentaux, on n'a pas de gens fous, on n'a pas de gens de faible valeur morale, etc., etc. C'est assez révélateur, je trouve, à la fois d'une société américaine qui était très très puritaine sur ces questions-là, et aussi il faut savoir que Lovecraft il naît d'une famille qui avait été riche, mais le grand-père avait fait fortune et ensuite pas tout perdu mais beaucoup perdu. Et en fait, il y avait cette idée qu'ils étaient rentrés dans la très bonne société de Providence, très vieille famille américaine en plus, voilà, qui s'étaient bien placés. Et qu'en fait, ils avaient perdu, mais ils avaient quand même pas ils s'est accroché à ce qu'ils pouvaient. Et ce qu'ils pouvaient, c'était un espèce de patrimoine, de fierté familiale que chez nous, les gens sont toujours vertueux, les gens sont toujours en bonne santé, personne n'a né, je sais pas, syphilitique, narcoleptique, schizophrène, hystérique. Enfin, on met tous ces mots ensemble à l'époque pour faire une espèce de gros package comme ça.
Et en fait, d'une certaine manière, c'est une forme de capital. On pourrait dire c'est un capital de santé ou un capital biologique génétique même. Ouais. Bah, c'est génétique, mais le mot n'existe pas parce que on est avant la génétique. Mais et en fait, c'est paradoxalement Lovecraft qui met toujours ça en avant. C'est quand même quelqu'un qui est d'une santé fragile, qui est pas du tout physiquement un énorme tchad, qui va mourir de problèmes de santé très très graves. Il est mort très probablement d'un cancer de l'estomac ou des intestins, mais généralisé. Enfin voilà, il y a cette dynamique-là, parce que c'est aussi ça très culturel, mais outre-Atlantique, il y a quand même cette détestation de toutes les maladies mentales. Je peux parler de Rosemary Kennedy, mais enfin il y a des histoires un peu tragiques liées à ça. Alors qu'en France, ça se manifeste plus d'un point de vue social. C'est le Rastignac contre le clodo, ou celui qui va tout dilapider, qui va finir dans le ruisseau. En fait, c'est un peu une dialectique qui soutient toute la littérature du 19e et même une partie de la littérature du 20e, j'ai l'impression. Oui, non, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que ce patrimoine, on l'a pas tellement exploré, mais le capital santé, le fait que tu as des hommes hyper forts qui passent leur force d'une génération à la suivante. Ouais, les familles de Tchad là où ils font tous 2m10 vs les familles de nains là où ils font tous 1m50, on en a tous vu. Moi j'avais deux potes au lycée, à un moment il y en avait un qui faisait 2 mètres et l'autre qui faisait 1m60, c'était légendaire en fait. Tu les mettais côte à côte, c'était le Saint-Bernard et le Chihuahua. Ouais, c'est ça, ouais. En plus il était pas gros mais il était baraque le grand, et le petit était vraiment mince, il était très sportif, et donc ça faisait un espèce de décalage qui était un peu comique quoi, tu vois. Moi ça m'amuse beaucoup ce genre de choses. Après, dans la littérature, en fait, souvent, comme tu t'intéresses... Enfin, peut-être que quelque part, Zola est un peu iconoclaste de ce point de vue-là. Souvent, tu regardes pas des transmissions sur 10 générations d'affilée, quand même. Tu vois, enfin, je veux dire... tu restes à une génération, tu regardes la vie d'une personne... Dans les romans, oui, parce que t'as mais c'est une saga entre guillemets, les Rougon-Macquart. Tu pourrais dire qu'il y en a d'autres dans l'histoire littéraire. Je pense par exemple, tu connais les Buddenbrook de Thomas Mann? Non, je les ai pas lus. Bon. En gros, c'est un peu l'équivalent de La recherche du temps perdu, mais côté allemand. Ouais. Donc Thomas Mann, prix Nobel de littérature 1933, si je dis pas de bêtises. C'est un type qui a rejeté le nazisme absolument, il est parti aux États-Unis, il faisait des speeches à la radio pour appeler à la résistance contre Hitler. Enfin, le mec était déter. C'était un très grand bourgeois, très vieille famille de Lübeck qui s'était enrichi, donc au nord de l'Allemagne, qui s'était enrichi dans le commerce de grains, si je dis pas de bêtises. Et en fait, dans les Buddenbrook, c'est vraiment, tu suis justement cette famille sur plusieurs générations, donc c'est assez long, hein, c'est des romans très longs avec un style très ample à la Proust. Et en fait, t'as le grand-père qui a fondé, c'est le patriarche originel, quoi, qui va mourir bêtement des suites d'une opération dentaire complètement bénigne. Et en fait, t'as cette famille en fait qui va descendre petit à petit. Et la dernière étape, c'est que un des fils va faire un mariage avec une je sais pas de bêtises, elle est violoniste. Enfin, c'est une artiste, mais qui a un tempérament un peu fragile, alors que dans la famille du père, c'est des gros commerçants, stock, etc. Et en fait, t'as le moment où le gamin, t'as une scène où le gamin est né, l'enfant qu'ils ont ensemble, la troisième génération, quoi. Et il a des petites cernes un peu bleutées dessous. C'est un petit détail comme ça, tu vois. Et après, tu comprends qu'en fait, lui, c'est un personnage qui est pas du tout fort, il est pas du tout fait pour être dans une famille de marchands, etc. Il n'est pas du tout fait pour résister au séisme du XXe siècle, il n'est pas du tout fait pour être malmené par la vie, c'est plutôt un espèce d'oiseau fragile, un peu précieux. Et en fait, du coup, il y a un aspect un peu tragique là-dedans. Voilà. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, donc j'espère que j'ai pas dit une bêtise sur le déroulé de l'histoire, et les gens me corrigeront encore une fois si je me suis trompé. On en arrive peut-être aussi à la figure du décadent, du fin de race, je sais pas comment tu vas appeler ça joliment. Oula, de Antoine Léaumont. Voilà, mais parce que tu vois, typiquement, c'est un peu ce que tu trouves aussi chez Huysmans. On a parlé de Proust. Chez Villiers-L'Isle-Adam aussi. Et c'est vrai que c'est un peu une figure qu'on retrouve beaucoup, je dirais 19e quand même. Je suis pas sûr qu'à d'autres époques il y en ait tellement. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de la tuberculose au 19e. Donc en fait, t'as ce truc aussi de la pâleur, la blancheur, la maigreur, cracher du sang, le chétif un peu. Le chétif. Puis tu sais, un peu à la Musset aussi, c'est-à-dire qu'on arrive après Napoléon, après l'épopée napoléonienne, on est venu trop tard dans un monde trop vieux. Enfin, tu sais, voilà, tout ce qui nous reste, c'est en gros faire des touzes, se pinter et mourir de la tuberculose, globalement, tu vois, et dilapider l'héritage, tu vois, vendre l'argenterie de famille, voilà, pour aller courir la gueuse. Et donc effectivement, t'as cette dynamique qui se met en place. Mais j'avoue que c'était un personnage que je trouve pas très intéressant en fait, parce que qu'est-ce que tu veux, honnêtement,
il y a rien à en dire en fait. Je veux dire, une fois que t'as compris que c'était des décadents. T'as mouché genre un tiers de la littérature française d'un coup là, comme ça. Vraiment, on n'a pas vu une salve aussi violente depuis je sais pas, le bombardement d'Hiroshima, tu vois. C'est la violence est présente. Non mais ok, d'accord, mais blague à part, en vrai, je veux dire, c'est pas des personnages très intéressants quelque part. En fait, ils sont intéressants. Alors, ils sont intéressants à plusieurs titres pour moi, mais tous des titres dérivés. C'est-à-dire qu'ils sont intéressants comme contre-modèle. Oui. Ils sont intéressants comme témoins d'un moment historique. Ils sont intéressants parfois aussi comme projection des névroses de l'auteur. Voilà. En fait, c'est que des choses comme ça si tu veux là-dessus. Mais j'avais fait un épisode qui avait vraiment bien marché d'ailleurs sur la chaîne sur les losers, tu sais, en littérature. J'étais parti de Bref aujourd'hui, du succès de la série Bref. Et ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'en fait, alors, je pense que j'ai fait une erreur dans cette vidéo, c'est que j'ai pas assez défini le terme loser. Un loser, c'est pas un velléitaire. Un loser, c'est pas un pauvre. Un loser, c'est pas un fils de riche qui se contente d'hériter. Un loser, c'est quelqu'un qui se complaît dans une espèce de médiocrité morale et qui, au lieu d'essayer de faire des grandes choses de sa vie, va laisser tomber, végéter et ne pas se transcender par quelques domaines que ce soit artistique, sportif, économique, culturel, religieux, mystique, ce qu'il veut. Voilà. Et en fait, si tu veux, au 19e, t'as une espèce de première figure du loser qui émerge dans des sphères romantiques. C'est Musset, c'est ce genre de choses. Mais c'est aussi beaucoup le rêveur. Mais souvent, c'est des losers qui sont imparfaits parce qu'ils se transcendent soit dans l'amour, soit dans une contemplation de la nature. Il y a un aspect quand même christique, un peu, ou au moins le grand aristocrate un peu oisif. Enfin, il y a quelque chose. 18e, 19e, t'as quand même pas mal ça, quoi. Et puis à la fin du 19e, tu commences à avoir un peu des losers, mais c'est beaucoup chez Flaubert par exemple, tu sais, c'est Frédéric Moreau, ou c'est Bouvard et Pécuchet dans un autre genre, toujours chez Flaubert. Mais ces losers-là, entre guillemets, sont des losers qui, sont mal perçus. Alors, soit ils sont ridicules à leur époque, et en plus, ils sont souvent, c'est pas un succès commercial, ces bouquins-là, parce que ça parle pas aux gens de cette époque. Je crois que là où Bref est un symptôme, par exemple, de notre époque, c'est que ça plaît aux gens parce que ça leur donne un espèce de blanc-seing, ça les rassure, parce qu'en fait, la vie du mec, elle est nulle, sauf un point, c'est qu'il saute une meuf qui est pas mal, si tu veux. Donc il y a quand même ce côté qu'il a un peu réussi sa vie, en tout cas il a pas trop échoué, au moins d'un point de vue purement de compétition sexuelle. Et ça c'est vraiment un espèce de poison. Je trouve que notre époque elle a quand même distillé pas mal de trucs comme ça. Il y a eu Bloqué, il y a eu Bref, ouais, il y a, c'est vrai que c'est pareil aussi. Ouais. Mais même Orelsan de façon générale. Oui, c'est vrai que Orelsan joue beaucoup sur cet archétype du personnage un peu nul qui végète. C'est un peu le French Dream mais version rap, quoi. Et au passage, mais il a pas de flow. Il a pas de flow, ce mec, je comprends pas. Papacito a une excellente analyse du French Dream. Oui. C'est vrai. Je veux dire, je pense que honnêtement, il met une claque à quelques sociologues en fait. Quand tu écoutes certaines de ses punchlines dessus, c'est vraiment pas mal en fait. Ouais. Alors, il avait fait un podcast où il avait parlé de Vianney aussi comme expression du French Dream et justement du loser un peu en musique. Moi, je dirais plutôt que, mais bon, je veux pas contredire l'éminent sociologue Papacito, mais je pense que Vianney il joue plutôt sur une corde qui est la corde de la fragilité assumée. C'est plutôt un chanteur qui plaît aux femmes, faut le dire, et je pense que il est pas tout à fait dans cette même logique là, alors que Orelsan c'est plutôt un chanteur qui parle, alors c'est j'allais dire transsexuel, mais pas au sens où il fait des trucs bizarres, tu vois, et des opérations avec mes impôts, mais c'est plutôt ça parle un peu à tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de mecs dedans, et je trouve que ça donne une espèce de blanc-seing à des mecs qui font pas grand chose de leur vie pour se dire qu'au fond c'est pas si grave parce que Orelsan l'a chanté. Enfin, tu vois, je dis pas que c'est aussi caricatural que ça, mais implicitement ça crée un climat de société qui est pas très propice à la transcendance, quoi. Ça me débecte un peu. Je pense pas que Vianney soit quand même dans ce truc là. En plus Vianney c'est un catho, donc je crois pas qu'il soit dans cette vibe là de façon aussi prononcée, tu vois. Oui, non, moi ce que je trouvais intéressant dans son analyse sur le French Dream et tout, c'était aussi tout ce côté un petit peu, c'est vrai, les rêves médiocres en fait, c'est-à-dire les gens qui n'ont plus comme espérance que d'acheter un écran plat plus grand et je vais refaire la déco de mon salon pour mettre un truc à sticker, je vais éventuellement il a dit un truc génial à un moment, il a dit tu t'endettes sur 25 ans pour acheter une maison qui est pas la maison de tes rêves, qui est même plutôt la maison de tes cauchemars. Et je trouve que cette phrase elle est terriblement vraie, parce que tu vois l'immobilier aujourd'hui, t'as des gens, mais c'est surtout vrai dans les grandes villes d'ailleurs, t'as des gens qui sont prêts à s'endetter pour acheter des merdes en fait, faut quand même le dire. Je veux dire, à Paris
la moindre chambre de bonne aujourd'hui, elle est à 150-200 000 euros. C'est absurde. Et en fait, je comprends pas que tu puisses accepter de jouer ce jeu-là. En fait, les gens, en fait, ils sont le nez dans le guidon, ils prennent pas de recul sur leur vie pour accepter ça. Enfin, tu peux pas, à un moment donné, soit tu te dis, bah en fait, j'achète pas, soit, et c'est mieux, tu te dis, je pars et je joue pas à ce jeu-là, quoi. Il est pipé. Et c'est un peu bizarre, quoi. Mais en fait, je pense que tu as une vraie force de résignation et tu as tout un tas de mécanismes de cope qui sont disponibles Bien sûr, c'est évident. pour gérer ça, en fait. Et donc, moi, je vois, en gros, tu commences avec des gens qui sortent de leurs études en ayant plein de rêves, plein d'ambitions, etc. Et puis 3 ans plus tard, ils sont là, ils te disent « Bon, écoute, au moins, j'ai la sécurité du boulot, tu vois, c'est pas très intéressant, mais c'est déjà ça. » Bon, ok, et puis tu descends 5 ans plus tard et c'est au moins j'ai un logement à moi. Oui, d'accord, t'habites dans un truc pas ouf, un pavillon avec un truc en parpaing, quoi. 3 murs blancs, un mur taupe, pavillon de plapied dans la banlieue du Mans, si tu veux, frérot. Je me demande quelque part s'il faut pas mieux pas vivre dans une tente mais dans un coin sympa plutôt que de vivre dans cette merde, tu vois. C'est terrible, quoi. Et je trouve qu'en fait, c'est ça, et c'est ça que je trouve intéressant dans la littérature, c'est aussi précisément ce côté sortir du matérialisme direct de j'ai envie d'avoir une sécurité, j'ai envie d'avoir du pognon pour pouvoir me payer, je sais pas moi, une Golf GTI parce que waouh, ça sera tellement mieux que d'avoir une Fiat Panda. Et en fait, c'est terrible parce que c'est des gens qui finissent par juste rêver de choses qui sont sans intérêt, en fait. Et justement, la littérature te permet de sortir de cet état d'esprit où tu veux juste optimiser de 3% par rapport à l'an dernier tes impôts. Et de te dire, tiens, mais ok, qu'est-ce que si c'était ça, tu pourrais encore avoir de l'espoir. Si c'était ça, tu pourrais encore avoir de l'espoir. La vérité, c'est que souvent en impôt, t'optimises 1000 balles, quoi. Et 1000 balles pour des mecs qui ont des gros patrimoines, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Alors écoute, peut-être pour terminer ce podcast, est-ce que. Alors déjà, on pourrait reprendre le truc du début. Est-ce que toi, tu crois que ce terrain va vraiment déshériter ses enfants, ou est-ce que c'est une fake news, ou est-ce qu'il va faire prout, il va pas le faire à la fin des fins, est-ce qu'il va le faire? Voilà, est-ce que tu y crois? En fait, moi, je crois que dans l'amour du Christ, peut-on déshériter ses enfants? Je crois que c'est possible qu'il leur donne qu'une fraction de ce qu'il pourrait leur donner. Oui, ça, je crois que c'est possible. Oui, c'est possible. Mais après, je pense que la fraction sera quand même significative. Pas un centime, ça m'étonnerait. Quoi. Si tu veux, je pense que la fraction, ça va être quelques millions chacun, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Peut-être même quelques dizaines de millions, en fait. Hein. Mais oui, je veux dire, de toute façon, quand tu en es au stade où tu crées des fonds d'investissement, parce qu'il y a quand même, il y a la partie médiatique qui intéresse beaucoup de gens. Mais il a aussi tout un tas de côtés où il investit dans des startups, je crois, des trucs comme ça. Donc, quand tu en es à ce stade-là, a priori, ça ressemble quand même très fort à ce que les Américains appelleraient des family office, donc en gros des gestions de patrimoine à l'échelle d'une famille. Et donc, en gros, ça veut dire que tu acceptes l'idée que potentiellement il y aura de la transmission à un moment donné. Ouais, comme les Mulliez en France, hein, qui tiennent Decathlon, Leroy Merlin. Je sais plus ce qu'ils ont d'autres. Auchan, ouais. Monoprix aussi, je crois. Je crois que c'est chez eux. Je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est une famille qui est très puissante. D'ailleurs, franchement, je sais pas s'il y a quelqu'un qui bosse pour eux là, qui va écouter ce podcast, mais j'adore les Decathlon et les Leroy Merlin. Je trouve que c'est des magasins. On n'est jamais déçu, on est bien reçu, c'est propre, c'est carré, les prix sont honnêtes. Enfin, genre, vraiment, je sais pas comment vous faites votre management, mais c'est une merveille. Hein. Peut-être qu'il y a des souffrances en coulisses, mais ça se voit pas, quoi. Alors, attends, j'en profite pour dire bonjour au représentant de Decathlon et Leroy Merlin qui vient de filer une mallette de billets à Huissard. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on partagera ça en off, mais voilà. Non, mais en fait, parce que tu sais, on parlait aussi de la baisse des standards l'autre fois dans la société française, mais il y a des endroits où il n'y a pas de baisse de standard, il faut le dire aussi. Je trouve que c'est quand même pas mal. Tu vois, par exemple, Ikea, c'est l'enfer sur terre. Genre, je sais pas si t'es déjà allé dans un Ikea, mais c'est le. En fait, il y aurait un roman à faire sur une plongée infernale dans cette espèce de 12e cercle de l'enfer qui est Ikea. Tu vois, il y a des trucs avant en fait. Qu'est-ce que tu trouves infernal chez Ikea pour être précis? Alors, tu comprends pas les références, les objets. C'est un vrai problème, Alors, t'as deux types de Ikea. T'as les Ikea qui sont en banlieue inaccessibles, où t'es obligé d'aller en bagnole ou en RER, tu perds 50 plombes. Et t'as les Ikea qui sont dans les centres-villes, typiquement à Paris, dans
dans lesquels t'as que les petits objets ou alors faut commander, enfin c'est un bordel. Les prix sont élevés. Ikea fait exprès de te mettre des dimensions qui sont pas standards. Par exemple, si t'achètes un sommier chez Ikea, bah en fait c'est des dimensions qui sont pas les dimensions standards d'un matelas pour qu'ils t'obligent à prendre un matelas chez eux ou à avoir un petit hiatus sur ton, tu vois, qui va pas au psychorigide, tu vois, sur le matelas que tu vas prendre après. Globalement, c'est des meubles qui sont sans âme aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a des collections premium qui sont un peu différentes, mais voilà. T'avais parlé une fois toi de l'ameublement, je me souviens, dans une vidéo. Ah oui, j'ai parlé des intérieurs. J'ai rien contre la déco scandinave et tout, mais Ikea c'est très très médiocre en fait. Non mais surtout, attends, moi je suis désolé, les produits sont pas de qualité. Faut arrêter. Les produits sont pas de qualité chez Ikea. Tu peux pas. Enfin, tu payes. En plus c'est cher. C'est pas genre ce que je disais à Leroy Merlin, les prix sont honnêtes, mais chez Ikea les prix sont. Putain, des fois t'es là, mais sérieusement, 40 balles pour une table basse qui tient même pas quand je l'ai montée après. Enfin c'est pourri quoi. Enfin, et 40 balles encore c'est encore gentil, tu vois, c'est 80 quoi. Non mais en fait t'as des espèces de prix d'appel sur des produits qui sont très très médiocres, genre c'est quasiment du carton en fait le machin. Ouais, des tables basses à 10 €, des machins comme ça, ouais. On pense à une certaine table basse qui s'appelle LAC, je crois, ou bref. Tout le monde l'a eu quand il était étudiant. Tu sais, ces tables basses, il y a toujours des traces de mégots dessus, parce qu'en fait, mais les catastrophes étudiants dessus. Le truc finit par se décoller, enfin c'est vraiment horrible. En fait c'est la table basse, tu finis par la jeter. Tu sais, en la cassant tu la casses sur ton genou pour pas appeler les encombrants, tu la mets à la poubelle après. C'est vrai, c'est des trucs. T'as acheté un meuble en carton. En fait, est-ce que tu peux te demander quel est le sens de ta vie quand t'as fait ça, tu vois, alors que sur comment ça s'appelle, Le Bon Coin, ce genre de truc, tu peux trouver des tables basses à 10 balles au même prix, des tables basses du début du 20e magnifiques que tu peux mettre chez toi aussi, tu vois. Oui, mais voilà. Moi c'est surtout ça qui me choque en fait, c'est que il y a un stock de meubles de qualité qui est quand même pas négligeable. Si tu commences à être super sélectif sur je veux que du style je sais pas moi Louis XV ou je veux que du style Louis-Philippe ou machin, tu vas peut-être avoir des prix qui vont être plus élevés, mais tu as quand même des tas de trucs qui sont... Quoique le Louis-Philippe c'est pas le plus demandé hein. Louis-Philippe ça va, il y en a pas mal. Ouais. Moi j'aime bien le style Louis-Philippe en plus, hein, je trouve assez en fait classe, élégant, enfin ça se marie bien un peu avec tous les trucs. J'aime pas les trucs trop anciens, tu sais, les Louis XV, des machins comme ça, il y a trop de fioritures, ça me fatigue, tu vois, genre il y a des mecs qui sont pas très pratiques, genre typiquement ce que les gens appellent je crois des commodes galbées. Je sais pas si tu vois ce genre de modèle avec des espèces d'arrondis dans tous les sens. À la fois, je trouve ça... Il faut une pièce pour ça, spécifiquement pour ça. Joli, voilà. Mais en fait, globalement, c'est pas pratique dans 99% des appartements dans lesquels peuvent vivre les gens, surtout quand ils sont pas très friqués. Donc c'est plutôt pas un bon plan. Mais oui, il y a plein de meubles d'occasion. Et t'as des meubles, au passage, t'as des trucs, parfois tu trouves des meubles, genre des commodes avec des marbres dessus et tout, pour 50-80 balles, t'as des trucs comme ça qui traînent. Le bois est un peu marqué, il y a peut-être des endroits c'est pas ouf, mais, je veux dire, t'achèterais juste le marbre dessus, ça coûterait plus cher que tout le truc, quoi. En plus, je veux dire, parfois tu as des traces d'usure sur des meubles qui peuvent être des plus-values sentimentales, au sens où ça montre que le meuble a vécu. Et puis parfois tu as par exemple sur des commodes en bois, tu as des trucs, des rayures, des machins, tu ponces, tu repeins, ou tu mets même un coup de brou de noix, ou je sais pas, ou un coup de vernis, ou je sais pas quoi, ça dépend du truc. Ouais, ça marche bien. Tu mets un truc un peu sombre et tout pour que ça cache. T'as aucun problème, c'est du tout neuf en 2 secondes, et t'as pas eu à prendre un billet de RER aller-retour à 10 balles là, parce que t'es dans le bolchevistan d'Anne Hidalgo, pour aller à je sais pas où ils sont là, les Ikea là, à Nogent-le-Péreux là, ou des trucs paumés au bout de la galaxie, tu vois, genre des trucs où il y a un décalage horaire, en fait t'as un douanier quand t'arrives, tellement en fait t'es même plus en France, tu vois, et en fait pour aller user ton week-end de pauvres quiches de salariés du tertiaire, tu vois, à aller acheter je sais pas quoi, une commode à 80 balles, une bibliothèque à 100 balles, enfin et encore une fois c'est des objets qui sont pas beaux, et quand tu rentres dans le magasin c'est très anxiogène de circuler, je trouve aussi. Tu te comprends jamais où tu vas, tu te perds à chaque endroit, la référence du truc tu trouves pas, et si tu t'arrêtes à la cafétéria t'as une bonne petite galette au caca, voilà. Donc je rappelle cette histoire parce que ils essaient de le faire oublier, moi j'ai pas oublié, voilà. Donc à un moment donné Ikea 0, Leroy Merlin c'est bien, ils ont la clim en plus en ce moment, moi j'y suis allé pour acheter un ventilateur il y a pas longtemps, j'étais content. C'est le placement de produit le plus long de l'histoire de ce podcast, et en plus il est gratuit. C'est ça, voilà. Cette façon de produit vous était offerte par Mospayorum et le Hussard. Abonnez-vous, activez la cloche, et pour plus de placements de produits de qualité, achetez des bouquins chez Carmin et à l'âge d'Hiberne. Je pense que là ils savent maintenant, ils peuvent les pas gens faire savent, les gens savent. Voilà. En plus c'est vrai qu'on a déjà fait un peu la pub. Nous en gros je pense que, alors juste pour donner une indication peut-être intéressante,
Ouais. C'est bien en fin de podcast, c'est bien comme Ouais, ça. c'est sûr comme que ça, on est personne sûr qu'il y a l'entend. personne qui écoute. A priori, donc sur la campagne, là, on va avoir pendant l'été les dernières relectures, machin. On va lancer l'impression, je pense, début septembre. Je sens que ça va être ça, à peu près le timing. Et il se trouve que c'est un peu le timing de la rentrée littéraire, le fameux événement qui occupe un peu tous les imprimeurs. Donc, j'arrive, ils sont pas prêts. Donc voilà, je soupçonne que on vous donnera des infos de façon... c'est une campagne Tipeee, donc vous savez très bien ce que c'est. Vous faites partie du process. En fait, vous achetez aussi le processus, l'épopée qui va avec la création du livre. Donc vous avez des upgrades, genre c'était pas prévu à la base qu'il y ait Rémi Brague et Patrice Jean qui préfacent, mais il y a aussi parfois les aléas ça prend une semaine de plus chez l'imprimeur, machin. Donc. Non, c'est vraiment bien. Alors, Rémi Braque, ça va être intéressant, ça c'est sûr et certain. Patrice Jean, c'est vraiment. C'est marrant parce que j'aurais pas pensé à lui pour ça, mais en fait, c'est un super casting. En fait, quand j'ai vu passer le truc, je fais ouais, c'est pas mal, ouais, c'est une très bonne idée. Voilà, donc écoute, on lui passe le bonjour, on l'avait reçu en podcast, c'était un plaisir. C'est vrai. Donc, voilà. Bon, bah écoute, je pense que les gens ont hérité d'un beau podcast, donc on peut les inviter à mettre 5 étoiles, s'abonner, faire tourner aux amis, etc. Et puis on leur dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao.